Je pense qu'avant tout investissement, il faudrait s'enquérir d'un certain nombre d'informations. C'est vrai que souvent, quand on voit le succès de certaines personnes, on peut se dire tout de suite, celui-là, ah, il vend les vêtements, ça marche super bien, c'est que je vais peut-être me jeter là-dedans. Ou bien il y a un autre qui vend du manioc, ça marche également, donc je vais me jeter là-dedans. Donc je ne peux pas, même si l'État veut m'octroyer un prêt, je prendrai d'abord la précaution de me renseigner, de me former convenablement sur un domaine qui pourrait éventuellement m'intéresser avant de me jeter là-dedans. Aujourd'hui, où je suis arrêté, si j'ai un prêt, je me lance dans le domaine de l'élevage. Ça, j'ai déjà conçu ce projet et je suis là. Je vais me lancer dans la fabrication des poussins. Ok, merci. Si l'État m'accorde un prêt, je vais m'investir dans la pisciculture. Et c'est pour ça que je suis là. Merci. J'allais m'investir dans l'industrialisation, donc la transformation du cacao, puisque nous en avons sur place. Et qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un problème capital. Donc, on a besoin de transformateurs locaux. On a besoin de 500 000 tonnes de poissons par an pour pouvoir satisfaire les Ivoiriens. 500 000 tonnes. Or, nous, en Côte d'Ivoire, on arrive à produire seulement que 5 000 tonnes. Où est la différence? J'ai quelque chose à gagner là. Dans les 500 000 tonnes qu'on importe depuis la Chine, les poissons surgelés, l'État dépense jusqu'à 400 milliards pour faire que nos autres États spécialisent dans le domaine. Et nous avons initié des séances, des séminaires de formation dans le domaine de la pisciculture. Investir 400 milliards, c'est ça? Oui, 400 milliards. Donc ma question, c'est l'État qui investit les 400 milliards, c'est les opérateurs privés qui importent et puis l'État gagne sur la douane, ou bien c'est l'État vraiment qui... En matière d'importation, Oui. Le riz, on en produisait tellement que les seaux de riz, il y en avait un peu partout. Voilà. Donc l'État encourage la production locale. C'est vrai que c'est parce que la somme est énorme, 300 à 400 milliards, il faut encourager les jeunes à produire pour que l'argent reste et que ça circule à l'intérieur. Voyez-vous qu'en 2-3 heures, on nous parle, après cette formation, on nous parle que vous êtes des pisciculteurs, vous avez des compétences sur la pisciculture. Vous voyez, pour les pisciculteurs, il y a plusieurs étapes. Je me dis, vous avez des activités déjà, vous voulez investir dans la pisciculture, au moins on vous donne des documents et des techniques pour que vous sachiez quoi c'est dans la pisciculture là. On a affaire à quoi. Et après vous allez poser vos questions. À la sortie de cette formation-là, vous serez à même de connaître les différentes espèces de poissons qu'on élève en Côte d'Ivoire, connaître les différentes méthodes de conservation du poisson. Qu'est-ce que la pisciculture? Oui, je dis que la pisciculture, c'est l'élevage des poissons en eau douce. La pisciculture est simplement élevage de poissons, c'est tout. Il n'y a pas de définition. Maintenant, l'État d'Israël, l'aquaculture, c'est l'élevage des êtres aquatiques, c'est-à-dire les poissons, les crustacés et tout ce qui est espèces vivant dans l'eau. Donc il y a quel élément de l'aquaculture? L'aquaculture, c'est grand. Ça peut être l'élevage des algues. Voilà, tout ça. mais quand on parle d'espèces aquatiques, il y a des espèces animales comme le poisson, mais aussi des espèces végétales. L'élevage des espèces aquatiques. Ils font ça sous forme de pâtes alimentaires de manger. Ce sont des algues qui sont là. Et là, qui connaît l'aquaponie? L'aquaponie. Le poisson couplé avec l'agriculture. Voilà, c'est un système intégré. L'élevage de poissons avec l'agriculture. Donc vous pouvez faire votre élevage de poissons et puis cette eau-là, vous prenez pour aller arroser vos maraîchers. Donc c'est ce qu'on appelle aquaponie. Il y a l'hydroponie aussi. On va rester là, aquaponie. Je ne vais pas m'évaluer dans notre tête qui est l'initiation à la pisciculture. On fait ça aussi en zone à l'ouest où il y a assez de bas-fonds. Et ça marche très bien. Et là, c'est plus pour les thérodontopus longifilus. Qui connaît le poisson? Mais avant de parler des poissons, est-ce que vous connaissez les différentes parties du poisson? La bouche du poisson. Juste les deux là, nous avons les narines du poisson. Là, nous avons les branchies. Et le poisson, il ne respire pas avec ses narines. Il respire plutôt avec ses branchies. Donc là, c'est les branchies. C'est quoi? Dorsale. Nageoire dorsale.
Ça va? Vous avez vous noté, ça va? Ça va tout le monde? Voilà. Donc, la bouche, les narines, les bronchies et la nageoire dorsale, parce que la nageoire se trouve sur le dos. Ensuite, au niveau de la queue, c'est une nageoire aussi. Et là, on appelle la nageoire caudale. Queue, caudale. Parce que la nageoire se trouve à la queue. Nageoire caudale. Et là, nous avons la colonne vertébrale, pareil que pour les hommes. Ça quitte là jusqu'à là, la colonne vertébrale. Et là, nous avons la nageoire anale, parce que ça se trouve, excusez-moi, vers l'anus. C'est pour une nageoire anale. Là, nous avons les écailles, nous tous nous connaissons, nous avons les écailles de poisson. Et là, nous avons la nageoire pelvienne. C'est vers le ventre. Donc, on dit pelvienne, nageoire pelvienne. Ici, nous avons une autre nageoire qui se trouve dans la poitrine. Et la vertèbre qui vient de la poitrine, c'est un pectoral. On dit souvent des pectoraux. Les pectoraux sont développés. Donc, c'est la nageoire pectorale. Nageoire pectorale. Et là, nous avons les dents. Donc, la bouche, les narines, les bronchies, la nageoire dorsale, la nageoire caudale, la colonne vertébrale, la nageoire anale, les écailles, la nageoire pelvienne, la nageoire pectorale et enfin les dents. Elle est introduite en Côte d'Ivoire depuis les années 40 par l'administration coloniale avec un début bien des activités à partir des séquenciers. En 1958, un centre de recherche a été créé près de Boaké par le Centre technique forestier tropical. Ainsi, à partir de 60, l'administration ivoirienne se charge de développer la pisciculture. D'une façon générale, il s'agit essentiellement d'élevage des tilapia, de l'Eucomis notibus et de l'Eucomis aureus, et du suivi et de l'Eucomis aureus. C'est juste une petite histoire de la littérature. La pisciculture existe encore depuis longtemps. Le Brésil est venu chercher en Côte d'Ivoire ici. Ils sont allés faire des recherches au Brésil. Ils sont venus nous revendre les mêmes poissons. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Le tilapia que vous connaissez, c'est un poisson typiquement africain. Il vient de l'Égypte. C'est là-bas que le sous-poisson en provient. Mais dans la science, en élevage de poissons, avant, on pouvait faire 1 an, 2 ans pour atteindre peut-être 500 ou 600 grammes. Donc, mais la science veut de sorte que quand on fait l'élevage actuellement, en 6 mois, on puisse avoir un poisson qui a une taille marchande. Et les Brésiliens sont venus prendre une espèce ici pour aller travailler là-dessus pour développer, pour qu'au moins en 4 mois, on puisse atteindre les 400 à 500 grammes. Vous dites? En 1974. Voilà. Ce poisson existe ce qu'on appelle souvent au Brésil. C'est un tilapia, mais voilà, il y a plusieurs espèces de tilapia. Tout à l'heure, est-ce que même le ministre Sidi Temoko, moi aussi je suis, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de réelle volonté politique pour développer la pisciculture en Côte d'Ivoire? Vous posez la question, l'aliment de poisson, pour que les pisciculteurs puissent être heureux pour s'engager dedans. Voilà, c'est un peu ça. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a un manque de volonté de l'État. L'aliment, dans tous les projets parlementaires, l'aliment prend au moins 60% du coût d'investissement en matière de pisciculture. Voilà. Le sac d'aliment du coût 15 500 en Côte d'Ivoire, au Cameroun, c'est autour de 6 000 francs. Vous voyez un peu. L'alimentation là ici. Si. C'est possible. Tous les aliments. Ils prennent ça en Thaïlande, en Taïwan, des pays qui sont spécialisés dedans. Voilà. Je voudrais savoir s'il y a une réglementation, s'il y a des documents à avoir auprès de l'administration pour ouvrir une ferme piscicole. Effectivement. Donc comment ça se passe si vous... Ça, c'est... Bon, on vous avait dit là, 70% de la production poisson. Bon, si on pourrait avoir une formation annexe, ça serait vraiment intéressant. Parce que si on peut réduire le coût de vos projets en finançant notre propre nourriture, c'est déjà bon. Pour les personnes novices qui voudraient se lancer dans le domaine. Qui permettrait éventuellement de prendre en compte toutes ces problématiques, notamment la problématique des aliments. Oui, tout ça, c'est prévu. Dans ce cas-là, cet accompagnement qui est pratique permettra d'apporter des réponses sur ces problématiques-là, sur le terrain. C'est bien prévu. Il y a encore avec des camarades. À Janvier, donc c'est la mesure faite ici pour la station, la village de Janvier. C'est une station du ministère de la c'est là-bas dessus. Mais c'est le départ. On va quitter ça à quelle heure pour partir et puis devenir à quelle heure.
C'est ça le problème. Le tilapia, voilà, tilapia. On ne voit pas. Mais vous avez le papier. Voilà, à droite, en bas à droite. Vous tapez sur Internet, vous allez voir ça là-bas. Le nom c'est tilapia, Oreocomis neologicus. Cyprinus capio. Cyprinus capio. Voilà. Sinon, on appelle ça une poisson appelée AOD. Vous connaissez ça comme poisson AOD, alors ça signifie Ethmalosa fibrata. Parce que ça signifie, si on parle de on va dire Ethmalosa fibrata. Si on parle de tilapia, on va parler des bonilo. Bonilo. Voilà, mais ceux qui ne connaissent pas, on va parler des AOD, des limidabo. Vous connaissez les poissons limidabo, donc voilà. Parce que donc maintenant, on est parti chez la femme pour commander votre poisson brésilien. Dites-nous les tilapia. Et c'est pas grave, vous trouvez la différence tout à l'heure. Quand on a fait tout sur le dos là, comment on appelle ça? Très bien. Et la nageoire qui est sur la queue là, comment on appelle ça? Très bien. Donc c'est avec ces deux-là que nous allons voir la différence entre carpe et tilapia. Donc vous voyez déjà au niveau de la nageoire dorsale. Pour le tilapia, la nageoire dorsale est comment? Voilà. Et là, on commence pratiquement depuis la tête jusqu'à la queue. Donc la nageoire dorsale est longue. Contrairement au poisson carpe, où la nageoire dorsale est courte. Donc ça, c'est une première différence qui est là au niveau de la nageoire dorsale. Ensuite, au niveau de la nageoire caudale, vous voyez les queues là, c'est différent. Au niveau du tilapia, la queue, elle est finie comme ça. Voilà. Maintenant, au niveau du poisson carpe, elle est fourchue. Vous voyez comme ça, elle est fourchue. Là. Elle est fourchue. C'est bon pour tout le monde? 2 minutes, prenez. On dit différentes espèces de poissons. D'accord. Avec les nombreuses espèces de poissons qui existent sur la Terre. Encore une fois, c'est 4 espèces au monde. Très bien. Merci pour la question. Pour élever quelque chose là, il faut qu'il soit dans son habitat naturel. Comme les poissons qui vivent en mer. Est-ce que toi qui viens de Congo là, vous pouvez déplacer la mer pour aller élever des espèces qui vivent dans la mer? Voilà, c'est un peu ça. Il y a des poissons qui vivent dans la mer. Donc pour les élever, il faut mettre les conditions de la mer là-bas. Donc c'est un peu ça la difficulté. Il y a beaucoup d'espèces. Mais on dit des espèces de poissons élevées en Côte d'Ivoire. Voilà. Sinon, dans la mer, par exemple, il y a des espèces qu'on les élève à l'aide des structures d'élevage qu'on appelle des cages flottantes. Là, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore développé ça, la cage du poisson. On n'a pas encore fait ça en Côte d'Ivoire. C'est simplement des enveloppes ici par depuis des petits. On va voir ça un peu devant. Le tilapia, comme son nom scientifique l'indique, Oreocomis neologicus. Ça, c'est son mode de reproduction. D'abord, le tilapia pour la reproduction, on prend un mâle pour 3 femelles. Un mâle pour 3 femelles. Donc souvent, quand on a nos étangs de 500 mètres carrés, si on a 100 femelles, bon, si on a 300 femelles, on a 100 mâles. Parce que c'est un mâle pour 3 femelles. Mais aussi, la densité de mise en charge en matière d'élevage de poissons tilapia, c'est entre 3 à 5 poissons par mètre carré. On prend des temps. On dit entre 3 à 5 poissons par mètre carré. Bon, on s'arrête si vous voulez à 3 poissons par mètre carré. Donc si on a des temps de 500 mètres carrés, on fait la règle de 3, on voit ce que ça nous donne. Ça, c'est ce que la littérature dit. Mais dans la réalité, quand on est sur le terrain, il y a des gens qui débordent, peut même jusqu'à 7, 8, 10 poissons par mètre carré. Et puis c'est jeune là-bas. Il y a ce qu'on dit à l'école, mais sur le terrain, il y a ce qui se passe là-bas. Donc aussi, peut même 3 poissons par mètre carré pour respecter l'oxygénation, tout ce qui est dans l'eau, pour que ces poissons soient bien oxygénés et vivent bien. Donc vous retenez qu'en matière d'élevage de tilapia, la densité de mise en charge est de 3 à 5 poissons par mètre carré. Donc, ceux qui veulent faire l'élevage de poissons, de tilapia demain, nous allons faire vos étangs de 500 mètres carrés, de 600 mètres carrés, retenez qu'on met 3 ou 5 poissons par mètre carré. Donc, vous avez 600 mètres carrés là, vous faites carré de 3, vous voyez en même temps. Ça va? D'accord. Au début là, c'est un peu la même chose comme la médecine,
l'informatique et autres. Bon, je parle beaucoup d'informatique parce que moi-même de formation, je suis informaticien. Après le bac, j'ai été à la Chambre de commerce et d'industrie, j'ai fait un BTS en informatique. Ce qui connaît Wagé, voilà, vous connaissez l'ici construit de Wagé. Si vous avez des passages là-bas au bâtiment de DRH, M. Kassou Konaté, j'ai été le directeur du service informatique là-bas. Voilà, vous demandez après Stéphane Kwame, le directeur du service informatique, j'étais là-bas. C'est ma passion, l'amour pour la chose. J'ai passé un concours qui a marché. Je suis parti me faire former, j'ai fini maintenant. On est dedans. Donc on fait un peu d'informatique. On fait un peu de ça aussi. Et puis oui, c'est bizarre dans les régions où on ne consomme pas. Or, en Afrique centrale, par exemple, c'est des poissons phares. Poisson laquelle ici, là. Au Congo, en Afrique centrale, au Cameroun, c'est comme ça, ils consomment ici là-bas. C'est un peu ça. C'est Marie-Claude Issa. Je voudrais connaître comment peut-on reconnaître le mâle et la femelle du tilapia. La femelle là, c'est tiré comme ça, c'est un truc qui est tiré comme ça. Alors, c'est un truc qui est tiré comme ça. Donc le mâle là, c'est plat là-dessus. Mais au niveau du tilapia, c'est un peu un souci parce que les tilapia, eux, ça ne coûte pas pour se reproduire. C'est ça que nous allons voir ici, dans la reproduction. Vous voyez là, c'est le mâle et la femelle. Ils sont fait la nidification, ils ont créé leur nid. Et la femelle va mettre ses ovocytes, ou elle libère ses ovocytes. Et le mâle vient libère aussi son spermatozoïde. Il fait ça là-dessus, et ça les deux font maintenant des œufs. Vous comprenez? Et ça ne coupe pas. Non. Je ne prends pas et ça ne coupe pas. Voilà, c'est comme ça. Voilà, il faut un nid d'abord pour que ça puisse rester, pour ne pas que l'eau puisse s'envoyer. Et puis qu'ils veulent faire l'eau du bord là, pour ne pas trop en eau profond. Et pour rappel, le poisson tilapia est un poisson pélagique. C'est pas un poisson de fond. Il vit juste au milieu de l'eau là. C'est un poisson pélagique. Contrairement aux poissons hétéroventus sur le virus et le siliu, ou les résides moutagés sont des poissons pélagiques. Ils vivent en profondeur. Pélagique. Voilà. Après, nous devons former le nid. On prend des branches et autres, pour ne pas que l'eau puisse encorder les sémences qui vont asperger. Donc, la femelle vient, elle asperge avec ses ovocytes, elle met ça dessus. Le mâle vient, met plus là-dessus aussi. Et Dieu qui est amour, fait ça lui met des œufs. Et après, Dieu qui est toujours amour, la femelle vient, c'est comme une sorte de couveuse. Vous voyez chez la poule, quand elle prend, elle vient se lâcher les œufs pour réchauffer les œufs. Et c'est pareil ici, c'est ce que la femelle va faire. Elle vient à l'aide de sa queue, elle va continuer les œufs. Elle va continuer les œufs à une certaine température. C'est une sorte de conversion. Ça se passe. Ça veut dire que ça se passe dans la bouche. Vous voyez, elle met les œufs dans la bouche, elle garde ça dans la bouche. Et quand c'est prêt à éclore, dans ce moment-là, elle ouvre la bouche et puis l'éclosion suit. Donc, en matière d'élevage, nous, on les met dans les temps pour notre reproduction, dans les apparts. Eux, ils suivent tous ces cycles-là. Et c'est arrivé à ce niveau-là maintenant qu'on va, on est préoccupé dans l'eau. Vous voyez, c'est la main d'une personne qui est là. Et on ouvre la bouche, et on fait sortir, on secoue, on fait sortir. Allez-y, production. Lorsqu'on fait passer pour la révolution, on les engraisse. On met la nourriture détaillée. Le marchand qu'on va devant, eux, on les met en couple. Pendant un mois, ils ne mangent pas. Donc on les engraisse, on leur donne de la nourriture, on leur donne beaucoup de nourriture. Pendant un mois, il reste sa famille pour qu'ils puissent se reproduire. Donc pendant ce temps, la femelle ne mange pas. La maturité de la femelle. Voilà. Parce qu'il ne confond pas la répro et la production. La production, c'est le fait d'engraisser le poisson de la nourriture pour les grossir. Et quand on parle des répro, c'est le fait de voir. Pas pour donner simplement les mâles. Parce que quand on ménage mâle et femelle, il faut se reproduire encore. Or, en matière d'élevage de poissons, on va respecter la densité de mise en charge, qui est de temps à 5 poissons à 1 carré. Vous avez votre étang de 500 mètres carrés, et on vous donne mâle et femelle. Et ils sont là-bas, là, ils se reproduisent. Mais au lieu de 500 poissons, ils viennent 1500, ils viennent 3000 poissons. Or, la nourriture est prévue juste pour les 500 poissons de départ. Mais vous voyez que vous l'avez à manger, mais il n'arrive pas à grossir, parce que ça commence à être beaucoup d'avoir du temps. Donc, c'est pourquoi, soit on mélange les deux sexes, mais on vous donne de l'aliment abandonné. L'aliment abandonné pour qu'il y ait simplement que
des mâles, inversion des sexes. Maintenant, il y a une autre formation spéciale, donc ça, c'est pas trop important pour vous. Des poissons, ils changent de sexe au cours de leur évolution. Il peut être mâle, quand il commence à grandir, il devient femelle, après il devient mâle. Combien de fois on peut avoir par cycle de reproduction? Ça dépend de la maturité de la femelle. Mais on peut dire déjà que 15 000 larves, c'est ça, donc on a 15 000 larves. 1 kg d'œuf donne 15 000 larves. 1 kg, c'est-à-dire qu'on pèse, c'est ça on pèse 1 kg d'œuf à 15 000 larves. Ça dépend de la maturité. Vous pouvez faire des reproductions où il n'y a pas assez, on ne trouve pas assez de. Voilà. C'est un peu comme, on peut dire qu'elle est féconde, elle produit beaucoup, elle est féconde, elle n'est pas féconde, c'est pour ça qu'elle a maturité, elle est mature. En fonction de la capacité à produire beaucoup en termes de poissons, elle est mature, c'est un peu les jeunes. Donc, comme je vous disais, on doit respecter la restée des mises en charge. Quand vous allez acheter votre poisson votre élevage, on va vous donner simplement que des mâles. Si on doit assembler dans le blé, on va donner des aliments commandés. Jusqu'à éclosion, si on n'est pas là pour s'écouler, pour aller les enfants. Ça reste, en fait, ça n'a pas. La reproduction, c'est l'état là et on met à part. Donc, on va couper, dont je parlais. Il y a des gynécologues, il y a des pharmaciens, il y a des pédiatres. Dans la pisciculture aussi, il y a différents rôles. Il y a des gens simplement, eux, en matière de pisciculture, ils sont juste des aménagistes. C'est-à-dire, vous voulez faire votre ferme piscicole, eux, ils viennent et ils montent la ferme piscicole, ils font vos étangs, tout, et ils s'arrêtent là. Mais ils sont pisciculteurs. Il y a d'autres qui viennent, eux, ils vont vous montrer la recette de mise en charge, comment on va faire, eux aussi sont pisciculteurs. Certains aussi, eux, simplement, ils font la révolte. C'est-à-dire qu'ils font les aliments pour vendre et s'arrêtent là. Et ils ne grossissent pas le poisson. Donc, vous pouvez faire une chose à besoin de l'aliment. Il y a un groupe de pisciculteurs qu'on va contacter. Eux font ce cycle-là, reproduire. Or, vous demain, vous n'avez pas besoin de ça. Vous voulez faire du poisson pour avoir des poissons marchands pour les vendre. Donc, on se prend les aliments, juste les grossir et les vendre. Tous les pisciculteurs, contrairement à l'autre, lui fait juste la délinage, juste les aliments autres. Donc, il y a plusieurs formes de la pisciculture. Donc, ils sont aménagistes. Ils viennent, montrent votre projet, ils ont fini pour ils sont. C'est comme en matière de bâtiment aussi. L'architecte est là, il construit le plan avec toute la sécurité qui va avec, il s'arrête là. Derrière aussi, le technicien qui doit venir construire tout, il fait. Après, le plombier vient faire pour lui, l'électricien vient faire pour lui, le carreleur vient faire. En pisciculture, c'est la même chose. Chacun a son rôle. Sur le terrain, quand on respecte les normes de la pisciculture, la dernière expérience, en 4 mois et demi, nous avons une taille marchande de 500 grammes. Ça, c'est au niveau du Burkina Faso. On a des vidéos à venir envoyer, on a un partenaire au Burkina Faso. On est en train de voir si on peut faire un séminaire, il va venir en Côte d'Ivoire aussi. Vous pouvez suivre sa page YouTube qui s'appelle Firma Yann Dassi. Yann Dassi sur YouTube, bien sa page Facebook. Est-ce que je peux mettre ça? Donc, au niveau du justice, niveau du droit femelle. Mais au niveau du justice, niveau du status, là, c'est différent. Là, ils sont deux. Papa, maman. Mais eux, comme on le dit, la personne a bien dit ça, donc ils ne se nourrissent pas pendant que les œufs sont dans la bouche. Donc là, on va les engraisser. On va leur donner des poissons maquereaux avec des aliments pour les engraisser. Parce qu'ils restent 1 mois à jeûne, sans manger. Ils sont dans nous. On est forcé de faire l'enfant. Donc c'est ça. Donc là, ce sont des enclos piscicoles. C'est à s'asseoir dans les villages déjà venus. C'est des enclos piscicoles. Et on est parti dans une zone bio. On allait dire aux pisciculteurs à chaque fois, quand vous allez pêcher, vous allez trouver des mâcherons. Faites tout, donnez-nous ces mâcherons-là vivants. Et quand ils pêchent, nous on récupère, puis on vient les stocker dans notre enclos piscicole. On les prend surtout à l'étage juvénile, c'est-à-dire qu'ils sont encore jeunes. On les nourrit, on les met dans les conditions, on les nourrit, on les engraisse. Au fur et à mesure, on les pèse pour voir s'ils ont atteint la maturité de reproduction. Donc là, c'est l'enclos piscicole. On a plus de 3,5 kg. Le mâle et la femelle. Donc voici, on a fini de les peser. Vous voyez la balance là, on a fini de les peser. Ça, c'est une expérience personnelle que l'on a fait. C'était en 2021. Voilà, donc ça, c'est mon expérience personnelle que je vous montre. Donc ça, c'est... Dans cette même expérience-là, les techniciens se sont trompés. Ils ont pris une femelle qui est en forme que le mâle. Elle a frappé carrément le mâle. Il a tout blessé.
On va être tout blessé. On est obligé de faire sortir pour aller le soigner. On est pas de mâle femelle. Face à mes amis, ils sont des réceptacles. On appelle ça des réceptacles de compte. Vous suivez, ça va? Oui. C'est quelque chose que vous m'arrêtez. Donc là, on les met à nez dans un réceptacle, mâle ou femelle. On les met aujourd'hui et le lendemain net, on sera vérifier s'il y a un compte. Si on arrive, et dit le lendemain un jour, on constate qu'il y a un compte, on prend cette sonde-là. Vous voyez ça, c'est une sonde. On prend, on met dans le réceptacle. On met dans le réceptacle, et puis l'autre, vous voyez le seau qui est ouvert, le seau qui est là. On met et puis on met. Est-ce que ça va passer, ça va sortir? On aspire. Merci beaucoup, on aspire ça avec la mouchoir. Et ça vient. Au début, on ne connaissait pas, on a avalé des larmes, tu ne connais pas, mais quand tu maîtrises, ça passe. Donc on aspire comme ça. Quand ça monte, ça baisse dans le seau, on prend les yeux. Vous voyez ici, c'est jaune. En bas, là, c'est jaune, non. Il y a une ponce. Et vous voyez que c'est fini, on a tout mis dans le seau. Voilà. Il faut aussi que le macharon est un poisson qui a atteint les phototomies. Vous voyez la phototomie, ils sont phototopes. Voilà. Ils ont une aversion à la lumière, ils n'ont pas la lumière. Donc on les met dans un bassin circulaire et on les fait avec une bâche noire. C'est quelque chose dans le corps, ils sont contents. Là, ils sont phototopes. On appelle la phototomie. Vous dites? Donc c'est un peu ça, ils sont phototopes. Oui. En l'espace de choses plus. Oui, dès qu'on met le handicap, on s'en va. Une seule journée. Bon, si nous connaissons le coût des poissons, on s'en prend 6 000 à l'élever. Donc dans notre esprit, on s'est dit que s'il y a perte de 1%, il y a des pertes certainement. Les 6 000 à l'élever, on va élever. Or nous, ce que nous voulons, on veut être auteur. C'est-à-dire qu'il faut que la croissance augmente. Par exemple, si tu as pris 6 000 à l'élever pour venir, c'est les 6 000 à l'élever, tu dois t'arranger pour élever jusqu'à atteindre un tour. En matière de l'élevage de poissons, vous avez fait votre question. Comme on dit, il faut atteindre faut arriver à élever les 6 000 poissons pour pouvoir les revendre. Donc, du coup, s'il y a des pertes, déjà vous avez un problème. Voilà, donc, ce que ma préoccupation, est-ce qu'on a, si nous on veut s'investir dans l'élevage, est-ce qu'on ne peut pas nous-mêmes produire nos aliments, les élever? Voilà, c'est quoi? Or ici, il y a un matériel qui va avec, ce qu'on appelle des écloseries, des machines qui doivent tourner. Est-ce que vous avez tout ça là? C'est ça. Lorsque on prend les œufs ici, c'est ce qu'il disait là. 1 kg d'œufs correspond à 15 000 lames. Quand on finit de prendre les œufs, on les pèse. Là. Oui. Donc on fait. Je ne vais pas laisser ça partir. Donc on finit, on pèse les œufs. On les envoie dans cette machine d'incubation. Nous avons les paniers qui sont là, on met les œufs dedans. Et vous avez vu de façon naturelle, le poisson de tilapia, c'est sa queue pour battre l'eau, pour ventiler l'eau. Et là, c'est la même chose. Là. Et cette machine-là, elle marche et ça tourne et ça porte de l'oxygène aux œufs jusqu'à éclosion. Donc, panier d'œufs en incubation. Là, c'est l'incubation, ça tourne. C'est une sorte de couvaison. Et après ça, il y a éclosion. Et on a des larves. Et les larves, là, quand on les prend, on les envoie directement dans ce réceptacle-là, ici. Ici, c'est la station de diagnostic, tout ce que vous voyez. Il y a une station de diagnostic du ministère de l'Éducation nationale. C'est là qu'on a fait cette expérimentation. Et on les envoie ici. Ils sont à l'état larvaire. Et on les a. Maintenant, ici, à l'état larvaire, je les enlève. Pendant 14 jours, voilà la forme qu'ils ont. Et pendant les 14 premiers jours, on ne les nourrit pas. Pourquoi on ne les nourrit pas pendant les 14 premiers jours? Quand ils sont comme ça, pourquoi on ne les nourrit pas? Oui. Très bien. Vous voyez le truc jaune là, c'est une réserve qui terrible. C'est Dieu qui leur a donné ça. Quand ils sont petits, ils n'arrivent pas à manger. Donc, à l'aide de cette réserve qui terrible là, eux-mêmes vont se nourrir pendant les 14 premiers jours. Et c'est à partir du 15e jour qu'on commence maintenant à les nourrir. Voilà. On a fini de les nourrir. Et on les envoie dans les BC, les bassins circulaires du sol. Et ainsi commence dans les villages. À la station de Jacquesville, leur rôle là-bas, c'est de produire des aliments de marchands et des suivis. Pour que ça s'arrête là. Et l'imposition. Donc, si vous voulez acheter des aliments et autres, ça va on prend aliments de marchands
il suffit pour 200 francs. Je l'ai dit, la baisse ça coûte 100 francs. Vous avez dit c'est où? À Jacquesville. Ok. Le cartel des eaux et forêts. Bon, il va à la retraite cette année en décembre. Il est là-bas. Bon, c'est bien sûr de le trouver là-bas. Voilà, ils sont là. Ça, c'est à Jacquesville. Vous voyez, il y a la gueule derrière. Il y a la gueule derrière. Voilà, et puis à quel moment les engraissent? Comme je le disais, on les engraisse. Et on les pèse au fur et à mesure. Et quand on voit qu'ils ont atteint la maturité de reproduction, on les prend, on les met dans les réceptacles à ce niveau-là maintenant. Voilà. Mais ils vont faire un mois, on donne beaucoup de nourriture, ils vont manger. On leur coupe de nourriture parce qu'ils vont faire un mois sans manger. Pour l'élevage, pour être sûr d'avoir des choses, des aliments de qualité. Oui, et c'est pourquoi, quand dans le choix des aliments, on va prendre ça chez les pisciculteurs qui sont vraiment reconnus. Là, c'est, à Jacquesville, par exemple, c'est un peu le ministère. En tout cas, là, il y a bien le matériel technique est là, les personnes expérimentées, les restrictions de mort. Voilà. Pardon quel est le taux concédé? Le taux, c'est ce qu'il dit, c'est comme chez l'homme. Quand votre enfant naît, il y a des vaccins qu'on fait. Mais si vous ne respectez pas ça, votre enfant peut atteindre des pneumonie, d'autres maladies, et il va mourir. Donc en matière de poisson aussi, si vous ne respectez pas ce qu'on vous dit, si on vous dit par exemple c'est 90% de suivi. Donc comme on dit c'est 90%, vous mettez vos poissons, vous ne les nourrissez pas. Et tout souvent mourir du jour au lendemain. Donc il y a la littérature et puis il y a ce qu'on voit sur le terrain. Surtout en matière de poisson, taux de suivi 85-90%. Si vous respectez vraiment les normes. Voilà. Allez-y. Bon, moi juste pour je vais me lancer. C'est bien fait de route ici à Abidjan, jusqu'à Abidjan. Je veux me lancer, je vais comment? Je veux vraiment pas t'adresser. La dame, elle a loué une voiture spécialement. Les 4x4 là, elle a loué ça. Deux cabines. Donc on a rempli ça, on a pris la route. Donc une voiture qui est en forme. Ça vous avez payé ça. Ici, vous voyez comment ça, vous allez facturer. Et nous, on les a pris, on les a suivis. Parce que les Allemands aussi, à leur niveau, ils meurent. Parce qu'on les pèse. 1 kg de correspond à 15 000 arbres. On a fini de les peser, on les a mis dans le réceptacle, on les a suivis et arrivé juste à ce stade-là où je vous ai montré. Voilà, arriver à cette étape. C'est là maintenant on les a dénombrés. Qu'ils avaient autour de 8 à 10 grammes. On les a dénombrés à ce niveau et on a constaté qu'au départ, la quantité et la densité de mise en charge n'est pas la même qu'à la fin. Voilà. Donc le taux de suivi que vous nous donnez, c'est le taux de suivi. Respectez pas ce qu'on dit. Il peut avoir même 20%, voilà, c'est un peu ça. Mais nous, dans notre cas, il y a eu 85-87% taux de suivi. Ça, c'est le cas des événements personnels avant que je fais. Peut-être qu'ils ont fait 90%, d'autres ont fait peut-être 70% taux de suivi. Mais personnellement, ce sont les statistiques que je vous donne. On a notre ferme. Ce qui va se passer chez nous, c'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire que les alévins arrivent chez nous. Quelle est la durée? Comment est-ce qu'il faut se comporter avec ces alévins pour que nous on aide le définir? C'est ce qui nous intéresse. Mais je vous explique 2 heures, 3 heures pour vous expliquer. Parce que comme je l'ai dit, je ne pense pas que vous voulez être des techniciens en pisciculture. Vous voulez juste avoir les notions. Là, quand votre technicien là-bas, quand vous dites patron, il y a telle chose là, vous êtes à même de lui dire non, voilà, vous connaissez. Maintenant, si vous voulez être spécialiste en pisciculture, je vais vous montrer un endroit bâti. Vous allez faire une formation de 6 mois avec votre propre expérience, avec la facture qui va avec. Vous allez donner 1 million d'euros à vous former. Donc, ma formation sur 2 ans, ça m'a coûté près de 2-3 millions. Pendant 2 ans. Et il ne suffit pas d'avoir l'argent seulement, mais le temps. 2 ans de ma vie, j'ai été directeur de service informatique avec un salaire. Tu laisses, tu viens te faire former pendant 2 ans, tu n'as plus de salaire. Donc il y a le temps qui est là aussi. Et puis il y a le niveau de vie qui change, ce n'est plus la même chose. Donc est-ce que vous pouvez sacrifier votre temps où vous êtes là pour 6 mois, 1 an, vous allez être spécialiste en pisciculture, vous venir former aussi. En Côte d'Ivoire ici. Oui, en Côte d'Ivoire, il y a une école privée qui est là, une plate, en partant à Zobé Miazin. Il y a le fils d'Agumon M qui a fréquenté là-bas, qui a fini de partir en Chine, et c'est lui qui suit sa ferme écologie du bélier à Yamsoko, une plate. Il y a Côte d'Ivoire. Maintenant, il y a à Benjamin, ça c'est INFPA, l'école dont je suis issu. On rentre là-bas par concours, Institut national de formation professionnelle agricole. Il y a le niveau PPC pour les BT et le niveau PAC pour les BTS. On sort de là-bas en tant que technicien supérieur
agronome, avec la spécialité que je fais. C'est par là que je suis passé. Et aussi à l'université aussi, à Bobo-Djamé, des études théoriques. Voilà, qui sortent de la version théorique, c'est un peu ça. Mais à IPAC, là-bas, ils donnent une formation. Donc, même si on parfois le bac, vous voulez une historienne là-bas, vous pouvez l'envoyer là-bas. C'est très bon, la formation est bonne là-bas. Voilà. Mais comme je le dis, en dehors de ça, nos matrones qu'on avait dans nos villages, on n'a jamais passé beaucoup d'IFAS. On n'a jamais connu les facultés de médecine, mais on arrive à faire couche de moment, simplement. C'est pour dire que pour les distributeurs, on n'a pas besoin de passer par les méthodes que j'ai dit, INFPA et un zéro. Vous voulez sacrifier votre temps avec des moyens financiers, vous partez sur les fermes et on vous forme. Pendant 1 an, 2 ans, vous pouvez être distributeur, parce que vous avez parlé là, vous avez arrêté aussi de parler. On est juste passé par la voie normale. On a fait le concours, on a fini et on parle. Mais les personnes qui n'ont même fait l'école de médecine, mais ils peuvent presser l'ordonnance de Paris, même placer un ballon, mais n'ont jamais fait l'école de médecine. Donc c'est un peu ça. Mais c'est juste le temps. Là, voilà, je suis pas. C'est comme ça. Je suis même tapé sur YouTube, il y a un médecin colonel. Oui, il y a un médecin colonel à la retraite. Mais il est fortement. Depuis qu'il est petit, son papa avait fait psychologue. Il a grandi dedans jusqu'à il a commencé à travailler. Il était passionné de poisson. La première fois que je l'ai vu, c'était une intervention à l'émission Matin Bonheur. Mais il parlait avec des techniques. Vous tapez sur Google, sur YouTube, colonel, pisciculture, comme ça, émission Matin Bonheur. Vous allez voir son intervention. Il utilise des techniques. Il a passé, il a fait une école de Chine, on fabrique, on fait le poisson. On juste 2 semaines, 3 semaines. On a passé sur le terrain pour voir. Est-ce qu'on a des points dans le terrain? Au moins, si on fait 6 mois là-bas sur une production, là au moins peut-être un peu agréé. Voilà, c'est un peu ça. Sinon, en 2 heures, 3 heures, c'est un peu ça. C'est pas pour tout le monde. C'est ça. Et au bout de quelques temps, on va venir faire ce qu'on appelle une biopsie intra-ovarienne. Si vous voulez la sonde, à l'aide de la sonde là, on va mettre ça pour faire sortir ces ovocytes. Et lorsqu'ils sont sur une ferme qui est bien équipée, avec les microscopes optiques là, s'il y a le nombre d'ovocytes nécessaires pour qu'elles puissent passer à la reproduction, on lui fait cette biopsie intra-ovarienne. Mais si nous sommes sur une ferme, nous n'avons pas de microscope optique, à l'œil nu, en tant que spécialiste, on peut savoir. À l'œil nu. L'état naturel se reproduit pas. Janvier, on s'en va. À l'état naturel, nous avons un mode de reproduction là-bas. Mais c'est loin. Et ils se reproduisent une fois dans l'année, à la période de crue, et il pleut beaucoup. Voilà. Maintenant, nous, on vient en truc artificiel. C'est le mode de reproduction artificiel qu'on vous explique maintenant. Donc, vous voyez la femelle, lorsqu'on lui fait d'abord l'injection de l'hormone pour la rendre mature, prête, ensuite on vient la biopsie intra-ovarienne. Alors, je vais cette biopsie pour vérifier qu'elle est apte à passer à la reproduction. Et là maintenant, on va faire ce qu'on appelle un massage abdominal pour retirer ces ovocytes pour le mettre dans ce récipient. Donc, on a 3 personnes pour le faire. Vous voyez en haut, si vous voyez bien, vous allez voir une serpillère, par le haut, vous voyez la serpillère là. Si l'image est serpillère, on mouille et on fait la tête avec. Là, c'est une première personne. Il y a une deuxième personne qui attrape la queue. Il y a une troisième personne qui va faire le massage abdominal. Le massage abdominal, c'est pour masser le ventre, pour faire sortir ces ovocytes, pour le mettre dans ce réceptacle. Et là, on fait le mal maintenant. Et on vient, on le sacrifie, on le tue. On le tue pour récupérer ses gonades. Et on prend une sirène et on récupère ses spermatozoïdes. Donc, on veut faire un projet de suicide dans le monde, parce qu'on mange après. Ouais, on le tue là. Et on prend ses gonades. On prend ses gonades. Et la femelle aussi, on a pris ses ovocytes, on vient asperger ça. Mais il n'y a plus à faire, il y a des dosages qu'il faut respecter, il ne faut pas dépasser. Voilà, vous parlez de l'UMV reproduit, c'est comme ça, là. Mais comment c'est fatigant, tout ça, qu'est-ce que tu pourras faire? Donc, on fait ça à ce niveau-là. Il va former des jeunes aussi. Donc, vous avez vu le cycle de reproduction du tilapia, comment ça se passe? Le sexe ratio, un mal de ça revient aux œufs ici, aux larves. Pour le marchand aussi, on est même dans un nid. En tant que confinement, le confine. Ils vont, ils reviennent. Le silo aussi revient, ils reviennent. Et à ce stade-là, maintenant, on les envoie dans les écloseries où le tout tournait pour ça pour continuer. On les envoie là-bas jusqu'à l'éclosion et ça continue. L'éclosion, les 3 poissons qu'on élève en Côte d'Ivoire.
ça va pour tout le monde. Donc aussi, on va récupérer là, on va mesurer cette quantité-là. En fonction de ça, il y a un dosage qu'on doit apporter avec les spermes du mâle. Il y a un dosage qu'on respecte, des calculs qu'on fait. Donc, si vous n'êtes pas spécialiste, si les groupes calculs là, je ne vais pas vous amener avec voilà, l'initiation de la pisciculture. Donc, il n'y a pas trop dans la constellation pour vous embrouiller. Donc, voilà, on peut utiliser les états. Même il y a des formations, par exemple, comme je l'ai dit, c'est l'initiation de la pisciculture. Mais il peut y avoir une formation spéciale sur les implants. Nous avons des implants piscicoles. Il y a des photos de membres de voir comment ça se présente. Comment on dit? Dans le document suivant, voilà, c'est ça qui est là, implants piscicoles. Le ballon pour était là, implants piscicoles. Comment ça, l'implants se présente? Voilà, vous allez parler des types périphériques supérieurs avec un moine dedans. On a les différents types de plans. Je ne me pas de mon thème. Mon thème, c'est l'initiation à la pisciculture. Je ne vais pas vous embrouiller. Néanmoins, si vous avez des questions, je peux répondre. Voilà, donc là, c'est une plan piscicole. Voilà comme ça se présente. Voilà, donc des 500 mètres carrés, 400 mètres carrés, 600 mètres carrés, 1000 mètres carrés, ça dépend. Et à la suite, là, c'est un bac hors sol. C'est-à-dire qu'il n'est pas dans le sol, il n'est pas dans le sol, mais il est pas hors sol. C'est hors de l'eau. Voilà. Bâche. Maintenant, le chemin là, ça c'est le bac hors sol en bâche. Donc, on met le bac hors sol en bâche. Vous suivez? Qui ne suit pas? Où c'est le plus? Ça, c'est deuxième, ça c'est le bac hors sol en bâche. Et donc, en haut, c'est juste des rectangulaires. Voilà, bac circulaire. Vous suivez, ça va? Quelle préoccupation? Ça va? En pisciculture, c'est large, il y a beaucoup de choses. Même pas quel élément on développe. Mais comme je le dis, vous ne voulez pas être des pisciculteurs, vous voulez entreprendre dedans. Et c'est pour vous, votre esprit, pour vous dire voilà la réalité, voilà comment ça se passe. Mon numéro, après, mon numéro est dans le groupe WhatsApp. Non, en somme, il y a une différence. Là, on ne parle pas des mecs, là, on parle de volume maintenant. Là, on parle de volume. Là, on va évoluer avec 100 poissons par mètre cube. Là, nous sommes dans les bacs hors sol. Là, c'est 100 poissons par mètre cube. Vous pouvez mettre du moment 100 poissons. Béton. Voilà, vous voyez, bac hors sol en béton. Tout le monde suit, ça va? Oui. Voilà, les bacs hors sol en béton. Donc, comme je l'ai dit, nous avons les bacs hors sol en bâche et les bacs hors sol en béton. Donc, si vous avez votre terrain à vous, ce qui est bon chez les bacs hors sol en bâche, c'est démontable. Quand on finit de la monter, le bac hors sol en béton, sur le béton, on va faire une petite formation là, on met ça dedans, on peut les casser après, c'est tout compliqué. Mais on peut le faire ça. On perfectionne ça, il y a des gens qui perfectionnent ça. Caractéristiques et quels sont les, selon le type d'élevage, quelles sont les différentes structures qu'il faut utiliser, surtout pour nous qui voulons nous y lancer. On va utiliser des WC, donc des bacs. On peut tout utiliser, ça dépend de. Vous allez venir prendre une machine, creuser pour faire des étangs. Juste après 2 ans d'exploitation, on vous dit la ville a commencé à venir. Et les étangs dans la ville, c'est pas intéressant. Vous devez prendre encore des machines là-bas pour venir fermer. Donc, quand vous faites des étangs, quand vous êtes au village, encore plus loin là-bas, pour que quelqu'un ne vous emmène pas, vous pouvez faire des étangs. Mais aussi, dans les étangs, il y a ce qu'on appelle des prédateurs. Parce que là, nous sommes en brousse. Il y a des serpents qui peuvent rentrer dedans, il y a des grenouilles, des prédateurs en fait. Or, quand vous êtes en bac hors sol, vous maîtrisez tout ce que vous mettez dans votre bac hors sol. C'est un peu ça, un peu la difficulté. Mais ça dépend. Il y a des gens qui disent eux, le fait étant. C'est ce qui est bon aussi dans les étangs. En plus de la nourriture, comme là c'est la terre, parce que ça produit les zooplanctons et les phytoplanctons. Les phytoplanctons, ce sont des organismes vivants et les poissons se nourrissent de ça. Voilà, en bio naturel, c'est la même chose. Dans les états, il n'y a pas ça. Dans le hors sol, il n'y a pas ça. Mais en une technique, vous voyez les plantes qui poussent sur la lagune, même quand on fait un hors sol, nous on récupère ça et on met ça dans votre hors sol. Et ça va produire là-bas des phytoplanctons, des zooplanctons. Et aussi, on peut, il y a des techniques où on fabrique de l'asticot. Vous avez dans votre alimentation, ça c'est une technique personnelle. Voilà, J'ai vu sur YouTube un jeune burkinabé, il fait l'élevage de l'asticots. Et puis il exporte même en Europe. Il fait ça pour l'alimentation de ses volailles. On exporte aussi en Europe. Effectivement. Quels sont les différents avantages et inconvénients
la course en béton et en bâche. Comme je le disais. Et en combien de temps l'eau, il faut changer l'eau qui sont dans les bacs, quoi? Combien de temps? Comme je le disais, je me suis déplacé avec. C'est lui qui nous avait mis ça ici. On dit un problème sur le terrain, on peut le démonter, on va ailleurs. Or, le béton, c'est comme une maison qui est construite, on va venir casser. Maintenant, en termes d'échanger l'eau, en termes d'échanger l'eau, ça va dépendre de comment vous allez utiliser votre eau là. En termes de hors-sol, l'eau s'éternise très vite. Parce que chaque fois que vous allez donner l'aliment au poisson, le poisson ne va pas tout consommer. Et l'aliment aussi, il fait. Ça va salir l'eau. Et par exemple, quand vous venez prendre les paramètres physico-chimiques de l'eau, c'est-à-dire la température, la salinité, l'oxygénation et autres, quand il y a un problème, il y a des produits qu'on apporte à l'eau pour pouvoir régulariser au niveau du pH de l'eau. Donc tout ça, ça peut détruire la qualité de l'eau. Donc il y a des hors-sol où chaque fin de semaine, chaque samedi comme ça, on peut changer l'eau. Souvent tu peux faire 2 mois sans changer l'eau. Il y a des techniques qui sont là, il y a encore sur le changer d'électricité. Et il y a une machine qui est là, on va monter ensemble, vous allez voir, qui est un filtre en haut qui va permettre d'améliorer la qualité de l'eau. Voilà. C'est un peu ça. Je disais dans mon introduction, la Côte d'Ivoire est un bon pays parce que nous avons un réseau hydrographique densité puissante. Nous avons pratiquement 3400 km de fleuve en Côte d'Ivoire. On peut utiliser tout ça là. Donc il suffit d'avoir juste un bout d'eau qui est là, on prend nos étangs. Ce qu'il a dit, c'est un peu spécial sur l'étang, on va vous montrer. Il y a une technique qui est là, et on va creuser pour alimenter notre étang. Voilà, donc il suffit d'un bout d'eau quelque part, ici une rivière, il y a une manière de creuser une technique, et on fait. Vous voyez tous les lacs qui sont à Yamoussoukro, ce sont des lacs artificiels. Et dans tous ces lacs-là, il y a un moine. Un moine, c'est un truc à côté. Est-ce que vous avez une fois entendu qu'à Yamoussoukro, le lac 52, sinon ça fait de la hausse? En tout cas, pour moi, depuis ici, je n'ai jamais entendu ça. C'est même chose pour les étangs. Vous voyez les étangs simplement comme ça, mais il y a ce qu'on appelle un moine dans l'eau. C'est un moine, ça prend le taux plein. Quel que soit le nombre de pluie qui va arriver, l'eau des lacs là, ça ne va jamais sortir. Voilà, ça rentre dedans. Tous les lacs des Yamoussoukro sont interconnectés. Et ça descend et ça n'arrive pas dans la sous-sol. C'est comme ça. Dans les étangs aussi, vous voyez simplement l'étang. J'avance. Voilà. Vous voyez simplement l'étang comme ça, mais il y a un moine qui est posé quelque part là. Quelle que soit la pluie qui va venir, ça ne va jamais déborder pour partir ailleurs. Mais si ça déborde, les poissons vont partir. En élevage, sur une ferme, il y a eu une mauvaise construction et il a plu, ça a cassé des digues là, ça a rempli, les poissons sont sortis, on est tombé là-dessus le matin. Donc il y a des réalités du terrain. Voilà. Donc vous voyez ça comme ça. Si c'est ça, où on est blanc, on a tout vous montrer, vous expliquer. Il y a un moine qui est quelque part là, et l'eau s'infiltre dedans, et il pleut, ça remplit, l'eau s'infiltre. Voilà. Ça va? Ça dépend de vous. Vous pouvez avoir des bacs en sol, des 10 mètres sur 20, du ciment, du béton, de pas que ça cède. Parce que l'eau qui sera dedans a un poids. En termes de bacs au sol en bâche aussi, il y a le poids de l'eau aussi qui agit. Donc quand on essaie, c'est intéressant. À la limite, nous on prend 4 mètres sur 2, on a 8 mètres cubes et on se limite à là. En sol aussi, vous pouvez avoir 2 mètres sur 3, ça dépend de l'eau, en béton. Voilà, et l'eau a une force. Oui. Si je veux faire par exemple des étangs piscicoles, je trouve qu'aujourd'hui, on trouve sur Guantanama des exploitants miniers qui introduisent du mercure dans l'eau. Est-ce qu'il y a une manière de traiter l'eau avant que ça n'arrive? Il y a une manière de traiter l'eau, mais là c'est exorbitant. Donc c'est ce que je voulais dire. On dit d'envoyer un spécialiste dans la zone, on est presque avec une prospection visuelle. Ça parce qu'il y a l'eau chez toi, on dit ton site, on veut le truc. Quand on fait un site, la pisciculture, lorsqu'on vient, on va circuler au moins à 6 km pour voir tous les travaux qui se font en amont comme en aval de votre site. Donc c'est pas parce qu'il y a l'eau qu'on peut faire la pisciculture. Quand on fait la pisciculture, il faut envoyer un spécialiste pour aller vérifier. Il y a des endroits, par exemple, comme il est dit, il y a des exploitants miniers. Maintenant, il y a un voyage aussi qui est là. Où voilà, vous avez fini de faire un site là, le gars va vérifier, vous prenez l'eau pour alimenter vos poissons, ils vont commencer à mourir. Donc, même au niveau d'Abidjan, on parle de pisciculture. Dans la ville d'Abidjan, vous avez une fois vu quelqu'un faire élevage, parce que la ville est très polluée. Au niveau d'Abidjan ici, au niveau des chaque ville, ça va. Il y a Bonos. Vous dites? À Bonos,
Ça, voilà. Au niveau d'Aponoir, là-bas, ça va. Donc à Jacquesville, au niveau, on peut faire la mer, parce que Jacquesville donne la mer dans la ville commune, on ne fait pas trop d'élevage là-bas. Parce que là-bas, le taux de salinité est trop. Parce qu'il y a l'eau salée, il y a l'eau saumâtre. Vous connaissez l'eau saumâtre? Une eau saumâtre, c'est quoi? La navire est plutôt saumâtre. La mer est plutôt salée. Voilà. La différence, c'est au niveau du gramme de sel. Une eau saumâtre, c'est une eau qui a moins de 10 grammes de sel par litre d'eau. Pour une eau, il y a moins de 10 grammes, c'est une eau saumâtre. Même l'eau de pompe que nous devons faire, l'eau saumâtre, il y a du sel qui ne ressemble pas pour. Dans le temps qu'on a mal au ventre, on va aller au racel. Devant au racel, il y a du sel dans des eaux saumâtres. Voilà. Maintenant, l'eau de saut ici, ça c'est l'eau potable. L'élevage de poissons, on va mettre des structures qui sont là pour aménager. Traiter les est-ce qu'aussi on peut faire des fourrages et ça vient, il y a un diffuseur en bas qui va sortir l'oxygène. Il y a un diffuseur à la sortie, le diffuseur qui est là. Là, c'est un petit, c'est pour monter le prototype en bas que je vais expliquer. Une machine là-bas qu'on appelle oxygénateur. Et il produit l'oxygène et c'est lui qui vient comme ça. Il vient là et lui il descend, il est dedans. Et là, il y a de l'oxygène qui vient pour oxygéner dans sol. Oui, monsieur. C'est en bas, ça se passe. Même quand on fait votre étang, c'est une technique pour faire entrer l'eau et faire sortir l'eau dans la source qui est là-bas. Donc c'est ce passage-là, en bas là, c'est l'air, l'oxygène qui crée là-bas, qui nourrit le poisson en termes d'oxygène. Voilà. Et en milieu artificiel, c'est ce qui se fait en milieu naturel là. On vient copier ça ici. Et pour copier ça, on a besoin de ces différentes machines-là. C'est comme l'homme dans la médecine. Quand on n'arrive pas à respirer, on met un pacemaker qui fait le travail du cœur. Les trucs cardiaques aussi, l'oxygène qu'on apporte. Et c'est ce qui se passe en milieu artificiel qu'on vient reproduire en milieu naturel qu'on vient reproduire en milieu artificiel. C'est ce qui est là. Allez-y. Vous pouvez produire une tonne de poissons simplement. Maintenant, ça, c'est les caches flottantes. En termes de site d'élevage, nous avons les étangs piscicoles, nous avons les parcs en sol, en bâche et en béton. Laissez-moi vous mettre un épisode. Parcs en sol, en béton et les parcs en sol, en bâche. Mais aussi, nous avons ce qu'on appelle les caches flottantes. Et c'est ce qui est là, cache flottante. La Côte d'Ivoire n'a pas encore d'expérimentation en termes de cache flottante. C'est bien la chose. C'est ce que vous voyez, nous sommes en pleine mer. Et c'est au moins à près de au moins 50 mètres de profondeur. Même les piscines, même à la ville elle-même, c'est pas des jeux. Or ici, nous sommes à 50 mètres de profondeur. Je dis que dans l'élevage, là, titanisme là, c'est la mort en même temps. Donc là, il faut vraiment de la technique. Comme nous dit là, nous sommes dans une embarcation. Ça dépend assez des ressources. Mais là-bas, c'est intéressant parce que les poissons sont des fonctions naturelles. Voilà, c'est la mer, c'est tranquille, on vient juste se nourrir. On appelle les caches flottantes. Voilà, les caches flottantes. Voilà, ça c'est une image d'une cache flottante. Ce que vous voyez ici, en réalité, voilà comment c'est. Il y a ce qu'on lui a dit, ça c'est l'initiation à la pisciculture. Sinon, on peut prendre une cache flottante seulement, et on va vous là-dessus du matin au soir. Mais je vais survoler. La cache flottante a 3 parties. Une partie supérieure qui permet à la cage de flotter, c'est ce qui est là, la partie supérieure. Et là, c'est la deuxième partie qui est la contenance. C'est une poche de filet, c'est là qu'on met le poisson. Et ce filet que vous voyez là, on met là-bas, dans la deuxième partie là, ce sont des laisses, c'est des bétons pour que ça puisse tenir. Et là, on pompe les tenir. On met là-bas, ou bien on met en laver en profondeur. Quand on oublie le poisson ici, les poissons extérieurs, les personnes là qui viennent, ils attaquent le filet. Ils peuvent déchirer le filet. Donc là, il faut descendre dans l'eau pour aller coudre chaque jour. Vous voyez, après, vous allez voir comment c'est ça. Bon, ça va aller dans le temps. Il faut descendre dans l'eau pour aller coudre les filets. Même à Jacquesville, on fait ça aussi, même dans l'eau piscicole que nous avons ici. À Jacquesville, ici. Vous voyez les activités quotidiennes et mensuelles qu'on met sur du fer. Donc, souvent, une fois par semaine, on descend dans l'eau. On s'en va, on nage. Ça, c'est bon, vous voyez, c'est très bon. Et on nage tout le long pour aller vérifier s'il y a une partie qui est coupée. Puis il y a un brochet à terre. On donne l'aliment qui est dedans. Donc, il vient pour manger. Donc, il vient et puis,
coupe ça. Donc quand on constate, on est dans l'eau là-bas, et puis on coupe. Quand tu es soufflé, tu ressors, tu accélères, tu redescends encore, on coupe. Là, ce sont des techniques qu'il faut avoir. Donc c'est un peu ça. Mais en termes d'info-psychologue, on n'a pas besoin d'aller en profondeur. Tout au plus, 1,5 mètres, 2 mètres de hauteur là, on peut monter nos enclos. Avec des pontons, du béton, on fait. Mais quand on finit de mettre l'enclos psychologue, on fait ce qu'on appelle un double enclos derrière là pour protéger. Là, le poisson extérieur, quand il vient, il y a déjà un premier barrage avant d'appliquer l'os. Donc il faut le double enclos. Et si vous laissez comme ça, vous serez en faillite. Là, c'est au niveau des enclos ici. Parce qu'il y a la son argent qui est. Soit là-bas, on est ici, vous allez voir. Mais ici, nous avons peur de marcher là-dessus. Le ministre a demandé à arriver là-bas. Il a peur de marcher là-dessus. Un jour même, ça va blesser. Il y a une escalier dans une porte. Et c'est vieillissant. L'État n'est pas renouvelé. À un niveau, là, je marchais, c'est cassé. Au pire, c'est carrément dedans. Quand on a la bande de personnes, souvent, tu peux tomber. Souvent, tu tombes dans l'eau. On va apporter de l'oxygène. Donc ça demande l'électricité et puis ça demande aussi les factures. Est-ce qu'il n'y a pas un système pour recycler l'eau? Mais forcément, les systèmes là, on a besoin de pouvoir faire ce système-là. Donc il y a l'énergie solaire, c'est pas forcément l'électricité, il y a des gens qui font les feuilles en brousse, ça va. Il y a l'énergie solaire pour les fourrages, pour les fourrages. Il y a des fourrages à l'énergie solaire qui permettent d'alimenter. Mais c'est pas là, quand tu dois payer des factures, tu dois payer. Donc là, quand je dis, c'est quand vous voulez ça pour votre projet personnel à vous, c'est un projet personnel à vous, vous venez devant les spécialistes et on va se voir si on analyse tout ce contrôle-là. C'est tout le sujet d'élevage, les états piscicoles, les bacs en béton et en bâche, les cages flottantes et les enclos piscicoles, les lagunes, les fleuves et puis les rivières et les lacs. C'est que nous tous se développons des lagunes ici, il y a une motopompe, on peut tirer l'eau pour alimenter nos bacs. Première image en dessin à forage, deuxième c'est à gauche, première image à gauche, forage. Ça va pour tout le monde? À droite, puis. Et puis voilà, le gouvernement commence à tarir. Vous êtes obligé d'arrêter votre projet. Voilà, pourquoi utiliser, on doit le traiter aussi ou bien on fait comment? Non, on n'a pas de traitement, on a mis des maintenant, il y a un appareil, un petit paramètre. Quand on prend l'eau avant d'alimenter nos bacs, on va mesurer les conditions caractéristiques de cette eau-là. Voilà, il y a un appareil, c'est un petit paramètre. On plonge ça dans l'eau, on va dire le pH de l'eau. De pas que le pH soit acide ou basique, on va avoir le pH neutre. Voilà, il faut prendre le pH, il faut vérifier le pH est neutre. Il faut prendre le taux d'oxydation du sous, il faut prendre le taux de salinité. Tout ça, il faut mesurer. Pareil, là, je vais montrer l'appareil de contrôle. Ça va, on peut faire vos éléments psychologiques. Et comme je l'ai dit, les éléments, il y a des prédateurs, tous ces éléments-là, je peux venir, c'est tout ce qui est en mode. Les prédateurs, là, c'est ça. On les Oui, c'est ça. Ok, il n'y a pas de problème. Il vient. Voilà, là c'est la lagune, là c'est un fourrage, c'est un but. Voilà. Maintenant, les différentes méthodes de conservation du poisson, ça sont les méthodes que vous connaissez. La méthode au froid, c'est la réfrigération, la congélation et la surgélation. Voilà, ce sont les méthodes de consommation au froid. Mais la différence, c'est au niveau de la température de conservation. Ce qu'on trouve dans nos maisons, voilà, nos réfrigérateurs, la température permet juste de réfrigérer, c'est bon. Maintenant, il y a la congélation dans les chambres froides. Voilà, là, la température encore plus grande. Maintenant, le poisson qu'on mange, ce qu'on prend depuis la Chine, là, c'est surgelé. La température va alors de moins 30 degrés. Voilà, c'est surgelé. Vous voyez, ça vient dans les bateaux, au moins 3 mois, 4 mois. Ça, c'est la réfrigération à la glace. Voilà. En fait, cette technique-là, de conservation du poisson, là, quand le poisson est exposé comme ça, il y a des bactéries, des micro-organismes qui vont venir attaquer le poisson pour le décomposer en fait. Donc, quand on conserve, ça vient garantir la prolifération de ces enzymes-là. Voilà, on parle aussi de pourrissement enzymatique, ce genre de choses, mais pas fatigué avec. Ce sont des termes un peu scientifiques. Voilà, ça c'est l'image. Les conditions de chômage. Bon, sanitaire, façon de
Comme ça, le séchage. Voilà, là c'est le séchage. Et là, on a le salage. Le sel, le poisson, voilà, le poisson. Là, la friture, c'est beaucoup. Il y a quelque chose d'important. Au niveau des branchies, quand on va au marché, vous voulez acheter un poisson. Déjà, avec nous, vous pouvez. Donc, déjà, les éléments, on a son aspect. On dit que le poisson doit être luisant, humide et protégé, bien léger, fluide, transparent. Il y a l'odeur. Quand vous arrivez, une petite odeur immobile qui s'en dégage. Voilà, l'odeur de fraîcheur, vous sentez ça. Là, il y a la branchie. Au niveau de la branchie du poisson, vous pouvez jeter un coup d'œil. On dit la couleur doit être le plus clair que rose. Pour savoir si le poisson est frais. Aussi, il y a sa fermeté. Vous pouvez prendre la main comme ça pour le poisson. Vous mettez dedans comme ça. Si la batterie tu as mis ta main, quand ça reste, ça ne ressort pas. C'est comme le mousson de t'asseoir. Quand ça s'affaisse trop, quand tu t'assois, ça dure avant de ressortir. Je le poisson, tu mets ta main, quand il dure avant de sortir, ça va être un peu se décomposer. Mais quand le poisson, les frais, les fermes, quand tu mets ta main, il revient automatiquement. Ça veut dire sa fermeté. Il suffit d'appuyer légèrement sur la chair du poisson. Là, c'est pour s'appeler l'état frais du poisson avec lui. Ça va maintenant. À côté d'ici, tu peux marcher, vous voyez un poisson, voilà, vous pouvez utiliser la leçon. D'abord, connaître notre nombre de poissons et vous donnez le poids moyen. Par exemple, on a un étang de 500 m², donc des 1000 poissons. Donc, le nombre de poissons, ça fait 1000. On doit connaître déterminer aussi le poids moyen. On détermine le poids moyen qui est peut-être de 8 grammes. Donc, pour calculer la biomasse, on aura poids moyen multiplié par nombre de poissons. 8 grammes multiplié par 1000 poissons. On trouve la biomasse. Et à partir de la biomasse, on détermine maintenant la ration alimentaire journalière. Et chaque jour, quelle est la quantité de poisson qu'on doit peser? C'est pourquoi l'importance de cette balance-là. Pour peser l'aliment qu'on donne aux poissons. Dans l'élevage des poissons, il ne suffit pas d'élever chaque jour et puis verser l'aliment dedans pour dire on élève le poisson. Il y a des choses à faire. Il faut essayer de former pour aller faire l'élevage des poissons. Parce qu'on dit à un poisson, toi, tu fais ton étang là, tu mets ma tête, tu baisses l'aliment dedans dans le travail. Ce qui veut dire que c'est pas chien qui élève le poisson. Voilà. Donc, il faut essayer de former par les personnes qui sont spécialisées dans le domaine pour nous dire ah voilà. Donc c'est un peu ça, paramètres. Il y a d'autres qui vont avoir des millions. Alors des millions, oui. Comment vous avez appelé? Multi-paramètres. Il faut mettre des paramètres pour les paramètres physico-chimiques. On a la température, on a le P, on a le pH, par le GPH, on a donc, on mettait des alevins. Et là-bas, comme l'eau, il est saumâtre, il est salé, avant de venir sur les alevins, on avait un forage qu'on a fait et on combinait ces deux eaux-là, on combinait pour diluer le taux de sel dedans pour mettre ça sur les alevins. Mais c'est encore petit. Voilà. On a la température et on a le pH. On a le taux de salinité et on a le taux d'oxygénation. Oxygène, eau, salinité, OD. Vous avez une préoccupation, les poissons sont morts. Le coût de l'appareil. Ça varie. C'est comme tu as ton téléphone, idem, tu as 25 000 francs, il faut que tu aies les bases sur WhatsApp. Comme sur mon iPhone, peut-être 1 million, il faut que tu aies sur WhatsApp. Mais la qualité est là aussi. Un appareil est cher, ils ont des trucs qui sont fiables. Un appareil est moins cher aussi. Donc, pH là, souvent, mais c'est pas bon pour le pilote. Et je considère en application ici, on prend par exemple, en application par exemple, on a un nombre de poissons. Dans des temps, 10 000. 10 000 poissons. Et on a le poids moyen, qui est alors de 8 grammes. Donc, ce qui est la biomasse, ça peut voir. 10 000 ans, fois 8, et ça nous fait combien? 80 000 la biomasse. Et là, on va calculer la ration alimentaire journalière. La ration alimentaire journalière, ça va faire quoi?
déterminé par le taux de rationnement. Et en fonction du stade d'élevage, le taux de rationnement diffère. Les poissons qui sont encore petits à l'élevage sont très voraces, mangent beaucoup. Donc le taux de rationnement perd alors de 7% à 8%. Là, c'est le technicien piscicole qui détermine ça pour vous. Il va vous dire au début, on doit fournir le poisson qui est à l'étape à levain, un taux de rationnement de 7 à 8% par jour. C'est-à-dire le matin à 7h on est nourri, à 8h, à 9h, à 10h, à 11h, à midi, à 13h, c'est bon. Vous pouvez soulever aussi, vous pouvez mettre l'intervalle de 2h, 2h. Mais c'est la même quantité de la ration journalière là. Vous savez combien 4 heures multiplié par le taux de rationnement, vous prenez 7%. 0,07. Ça donne combien? Combien? 5600. 5600 grammes. Vous avez bien calculé? Comme ici, en plus, c'est notre poids moyen. On prend, c'est l'échantillon statistique, on prend l'échantillon pour au moins 5-6 personnes. On va peser chacun notre poids, on va additionner par le nombre de personnes, directement le poids moyen sort. C'est simple, ça va bien. Vous n'avez pas fait l'expérience? C'est bon. Puis faire piscicole. Alors, faire piscicole là, quelles sont les activités qu'on doit mener? Oui, monsieur, il y a bioma, 15 500, non, pas de kilos, le sac, il y a 10 kilos, 15 500, il y a 15 kilos. 10 kilos, 15 kilos. Des activités quotidiennes et mensuelles à mener sur une piscicole. Donc, activités quotidiennes et mensuelles. Et au nom des activités quotidiennes à mener sur la ferme piscicole, il y a le tableau de bord qui est là. J'ai dit chaque matin, quand le technicien piscicole vient, il y a un tableau de bord qui va consulter pour dire qu'aujourd'hui, voilà ce qu'on a fait. Ça sont les bons réflexes qu'un technicien piscicole doit avoir. Ensuite, vérifier les différentes structures. Avant même de vérifier les différentes structures. C'est-à-dire si c'est un parcours sol en béton, des parcours sol en béton par exemple, il doit venir vérifier si la paille, ça peut se fissurer, donc peut sortir. Donc là, il est fissureux, même avec les bâches aussi là, ça peut se fissurer. Donc il doit venir vérifier chaque jour, chaque matin, il vérifie si la partie qui est percée, on va souder, on va rouler. Donc, sa vérification des différentes structures, ça c'est le bon réflexe c'est piscicole. Ensuite, il va venir prendre des paramètres physico-chimiques. On pense à 3 fois par jour, matin, midi et soir. Et il y a un cahier qui est là, il met la date et puis il note. Et quand il prend des paramètres physico-chimiques, il va venir nettoyer la structure. Il va venir faire un entretien, surtout en alvéolage. Les alvéoles sont beaucoup fragiles, donc il va venir nettoyer la structure. Et comme on dit, on va les nourrir maintenant. On fait les nourrir qui mangent. Et en matière d'élevage des poissons, il ne suffit pas de les nourrir parce qu'il faut nourrir. Quand on dit de nourrir les poissons, il faut les observer. On ne veut pas passer l'animal pour boire. Tu viens, tu fais un peu pour voir est-ce qu'ils viennent manger. Quand ils viennent de manger, tu vois sortir de manger, tu fais ce qu'ils restent. Souvent, tu fais un peu, quand ils ne mangent pas, souvent l'aliment c'est décomposant et c'est gâté. Donc ils refusent de manger, ou bien soit qu'il y ait un problème. Donc vous laissez d'abord qu'ils ne mangent pas, vous calmez, vous prenez bien les paramètres physico-chimiques, ou bien vous voyez bien s'il y a rien sur ça. Mais ce n'est pas normal que les poissons ne mangent pas. Quand vous mangez, c'est qu'il y a un problème. Si vous voulez manger, vous pouvez sauver, vous laissez d'attendre 1 heure, 2 heures de temps après pour qu'ils aient faim, pour venir les nourrir. Donc il ne suffit pas les poissons, ce n'est pas comme ça, on n'achète pas des améliorants, ils marquent des lèvres qui baissent dedans son maman. Il faut les observer, il faut les étudier. Et après l'élevage de poissons, quand tu vas sur le fait, ou en médecine, ils ont toujours une douce blanche, on peut les identifier, il y a des structures arrivées, ils sont en bleu, voilà. Chez les poissons, il faut communiquer avec eux. Si il y a des femmes blanches arrivées, il y a leur uniforme qui est là. Soit qu'ils sont en blouse bleue, quelque chose qui est vif. Là, le poisson, c'est un réflexe où il est dans l'eau et il voit qu'il y a la couleur vive là ou bien la couleur bleue, il peut s'approcher, c'est l'heure de manger. Et en ce moment, il sort de l'eau. Voilà.
Merci beaucoup. Dans les eaux, j'en ai une forme. Quand ils voient ça, ils vont les nourrir. Donc, votre structure d'élevage, votre technicien de mettre là-bas, chercher une douce couleur, une couleur. Comme ça, les poissons, quand ils voient la couleur, ils savent que oui, vraiment le gars est là, l'autre. Et ce qui est bon, c'est sur le côté sécuritaire. De sorte que celui qui vient pour fournir votre poisson, ne peut pas porter la vie de cette couleur-là. Les poissons vont venir vers lui. Parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas avec cette couleur-là. Ils vont dans le fond, ils vont se cacher. Mais quand c'est la vie où tu le nourris, quand il vient, il va automatiquement vers toi. Voilà, ça ce sont des astuces. Voilà, c'est un peu ça. Je veux dire, un système pour éclairer. Est-ce que le poisson, la nuit, il faut éteindre la lumière ou... Votre structure, non, il n'y a pas de problème, c'est bon. Mais contrairement au justice niveau du status, comme le suivi, il dit le poisson, il a atteint une phototopie. Les phototopes n'aiment pas trop la lumière, ça les fatigue. Ça peut bloquer même leur croissance. Donc, eux, ils aiment le noir. L'aliment, il faut contrôler. Ça va? Et il y a le contrôle aussi du matériel d'élevage. Il faut contrôler le matériel d'élevage. Est-ce que le musée est là? Est-ce que la scène est là? Est-ce que telle chose est là? Telle chose est là? Parce que il y a un bon technicien ici. Ensuite, en élevage de poissons. Comme son nom est pêche de contrôle, selon ce qu'on son poisson respecte le poids à tête et le. C'est bon. Très bon. Et sur un certain temps, si nous respectons l'aliment qu'on leur donne, en fonction de peut-être, on a pris par exemple 8 grammes. Voilà, l'aliment va faire 8 grammes. Sur un mois, on sait déjà, peut-être si on respecte l'aliment qu'on lui donne, peut-être l'aliment va avoir autour de 12 à 13 grammes par exemple. Donc, d'accord, c'est bon. Donc, c'est bien pour tout ce que vous avez dit. Comme ce nom est nos poissons, je prends peut-être notre temps, on avait 10 000 poissons et on va commencer à les nourrir. Mais on va constater aussi qu'il y a des morts. Il y a un cahier aussi qui est là. Chaque fois que vous constatez des morts, vous mettez le jour et puis vous notez. À la fin, vous faites des comptes. Donc, après 45 premiers jours, on fait l'opération de pêche et contrôle. Et c'est cette pêche et contrôle-là qui va nous permettre de déterminer si notre poisson a eu de la croissance. Au début, on a mis notre poisson, on avait un poids moyen de 8 grammes. Mais après 45 jours, on a alimenté nos poissons. Est-ce qu'ils ont poussé, sont pris en croissance? Et là aussi, ça nous permet de voir si la qualité des aliments qu'on donne aux poissons, les aliments ne sont pas de bonne qualité. On nourrit les poissons, ils ne grossissent pas. Donc on va voir si on a changé l'aliment ou pas. Et ce qui est bon aussi, cette pêche de contrôle permet de réajuster la ration alimentaire journalière. Au début, ils étaient à 8 grammes, on leur donnait, avec un taux de rationnement de 7 à 8%, on leur donnait peut-être un exemple 5 kg de poissons par jour, d'aliments par jour. Mais au bout de 45 jours, ils ont pris en croissance, ils ne sont plus à 8 grammes. Ils sont passés ces aliments à 15, 20, voire 30, 50 grammes. En ce moment-là, on va refaire encore le calcul pour réajuster la ration alimentaire journalière. Et on avance au fur et à mesure. Le cycle d'élevage est de 5-6 mois. Donc à chaque mois, on fait ce qu'on appelle une pêche de contrôle. C'est une opération qui est très importante. Et on fait cette pêche de contrôle-là à l'aide. Bon, ça c'est les poissons. Vous avez vu les faits que je vous ai montré là-bas, l'importance. On met des poissons dedans. Voilà. Là c'est une balance aussi pour les puiser. Ils sont bien costauds, alors de 400-500 grammes. Voilà, vous voyez. Voilà. Le truc que je vous ai montré là-bas, là, c'est avec une scène. Il faut se graffier là, comme ça, c'est un départ. Mais si c'est des petits packs en sol, on prend pas un truc comme ça, des petits packs, c'est juste un petit truc. Maintenant, vous voyez comment c'est blanc, on descend dedans. Et à table là-bas, et à table ici, les gens qui sont au milieu, on doit pêcher tous les poissons de l'eau. Tout. Oui, on pêche. Souvent, nous appelle le sexage. On prend le poisson pour vérifier le sexe. On met les mâles à part, les femelles à part, les mâles à part, les femelles à part. Vous avez 1 million de poissons, vous allez faire ça le matin pour le soir. Ça, c'est très important. Maintenant, pour compter les poissons, il y a un appareil qu'on vend en Chine, lui, il est très cher. C'est du son. Tu plonges la sonde dans ton étang, et au bout de quelques temps, il te donne le nom du poisson. Comment ça fonctionne? Il dit, il émet des ondes. Et quand on vient dans l'eau, au contact avec la tête d'un poisson, avec une bosse, donc on le met dans l'eau, et en partant,
dit, c'est comme un je lance ici, en partant des touches, il dépend quand même le nombre de personnes de la santé, de la population, de la dépend. Donc, il est facile de faire des pêches contrôle. Mais c'est important aussi de donner le poids moyen. Voilà, ça paraît un peu cher. Donc, la pêche contrôle, on descend avec la selle après. Donc, la selle qui est là, on descend avec et on pêche le poisson. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, ça c'est un petit truc, c'est fatigant. Voilà, donc ils sont descendus là. Et le fait de travailler chaque fois, être au contact de l'eau, c'est pas chose sportive. Et c'est en ce sens que nous avons la dernière partie de notre exposé, des maladies liées à l'eau. On fait ça, je contrôle chaque mois. On met des dents, soit il y a l'opération des sexages. Il faut mettre les mains là. À la dernière, si tu es fort, tu peux identifier le poisson. Mais quand tu n'es pas fort, il y a un produit qu'on prend. Le bleu des méthylènes. On prend ça, on met ça sur le sexe, et en fonction de ce qui sera donné, on sait si c'est poisson ou c'est faible. Donc, quand il dit la formation est plus pratique, si on est sur une faible, on enlève ça devant voir maintenant. L'opération de contrôle, pour une activité qui a quand même une certaine envergure, pour l'expliquer, ça va être vraiment fastidieux. J'ai 1 million de poissons, j'ai 10 000 poissons, je vais les pêcher et les prendre un à un. Est-ce qu'il n'y a pas une technique pour ceux qui ont une activité d'un certain niveau? Il y a des appareils pour ça. C'est chez nous, on n'a pas pu compter notre poisson. Maintenant, le poids moyen, on peut peser juste une population de poissons pour déterminer le poids moyen. On peut prendre peut-être une dizaine, une vingtaine, une trentaine pour déterminer. On doit prendre sur le nombre de poissons pour déterminer la biomasse. Là, c'est l'appareil en main et il nous sort le nombre de poissons. Il y a un moment indiqué dans la journée. Un moment indiqué dans la journée pour faire la pêche du contrôle. La norme la plus importante, elle se fait très tôt le matin et on s'organise tout ça. Le matin, très tôt. Déjà même à la veille, il faut préparer le matériel technique pour faire la pêche de contrôle. Les selles, les épuiseuses et tout ce qui va avec les passines et autres. Matin, très tôt, les balances. Quand le soleil n'est pas encore sorti. Voilà. Parce que quand le soleil sort, la température est élevée, les poissons sont toujours sur les dangereux. Donc il faut les pêcher et autres. Quand on va faire piscicole, on vous accompagne juste une semaine. Quand vous avancez, on donne la pêche contrôle. Vous allez nous déplacer pour venir faire la pêche contrôle une fois devant vous. Vous allez voir comment ça se passe là au fur et à mesure pour faire la pêche contrôle. Ça peut aller, ça va. C'est un canon. Ça doit l'envoyer ici. En campagne là-bas. Et les pisciculteurs qui sont là-bas se nourrissent pour des marigots qui sont dans les environs. Et là, ils se font attaquer par les parasites, les micro-organismes. Donc cette voie-là, c'est la voie orale. La voie de transmission, c'est la voie orale. C'est là que je suis la première figure. Et de l'autre côté, le fait d'être dans l'eau toujours, vous faites des pêches de contrôle, vous exposez à des maladies. Le pied au contact de l'eau. Il y a des micro-organismes, des parasites qui vont s'infiltrer par la peau. Donc c'est la transmission cutanée. Et après, on a une solution. Voilà. Vous voyez, ils sont dans l'eau comme ça. Ils s'exposent. Ils s'exposent, des parasites dans l'eau. Ils s'exposent. Voilà. Et de l'autre côté, les vecteurs. Le vecteur, c'est l'anophèle. L'anophèle, lui, sa reproduction, c'est où il y a les os. Donc, quand on a fait piscicole, c'est bien qu'on les pisciculteurs disent ah, devant la poule derrière la grosse saga pour la pisciculture. Donc, quand on dit quand tu fait pisciculture, il y aura beaucoup de moustiques. Parce que l'eau est une source de reproduction et l'anophèle. Donc, ça c'est un vecteur. Lui, il va là-bas sa source de reproduction, il va venir piquer aux enfants et autres. C'est bien intéressant de faire la maison, c'est intéressant, on peut le faire. Mais là, il y a des techniques qu'on va apporter pour protéger. Donc là, lutte et prévention, pour des personnes qui sont certaines piscicoles éloignées, il faut filtrer l'eau. Alors, l'eau déjà, il faut traiter l'eau avant de boire, faire bouillir. Et au niveau de la voie cutanée, il y a une blouse. On porte ça, peut-être que vous allez voir, les blouses piscicoles, on porte, ça arrive jusqu'ici, comme ça, comme si on descend en tête. Tu peux descendre dans l'eau, il n'y a pas de problème. Voilà, au niveau, il faut donner sur une moustiquaire impliquée. Et les maladies comme la taponculose, vous connaissez la maladie de la taponculose? Voilà, c'est le même de Guinée. Voilà, l'agent pathogène de parasite, c'est la taponculosis medinensis. Il y en a un autre aussi, Amoeba histolytica. Là, ce sont des mouches domestiques. Le paradis, c'est Mousta domestica. Là, le nom de la tête est là. Voilà. Maintenant, il y a le choléra aussi, qui est transmis par les eaux et autres. Ceci étant, c'est un moment d'exposer. Je vous remercie.
millions de poissons. Si un malade, c'est pas comme chez les bœufs, pour moi, il y a un vétérinaire pour traiter le poisson en termes de bœufs. Mais en termes de poissons, si les malades, parce que les gens, on les définit simplement sur 1 million de poissons, c'est peu différent. Quand il y a des maladies de poissons, le tilapia et tout ce qu'on a vu sont exposés. il y a des maladies. Santé animale. Oui. La santé animale. Non, pas. Santé animale. Oui, il y a des maladies de poissons, mais là, je vous ai pas. Ils ont des maladies aussi là-bas. Mais attendez, ce que vous avez dit, ce qui revient à dire qu'ils ne se contaminent pas. Oui. Ils se contaminent, ils ont des maladies là-bas. Mais en fait, c'est minime en fait. C'est vrai que si on a des maladies, vous pouvez typer les êtres vivants, ce sont des êtres vivants. Donc, de votre expérience, on fait l'élevage en Côte d'Ivoire, il n'y a pas d'épidémie comme ça qui peut disséminer. Non, de poissons. Comme chez les poulets, vous savez, au niveau du poisson, il doit avoir un programme de prophylaxie, tout comme les autres types d'élevage. D'autres espèces, parce que moi j'ai compris, nous sommes ici pour une initiation à la pisciculture, comme des opérateurs piscicoles. On met dans les bassins, les élèves et on prend. Maintenant, on peut employer un technicien piscicole, c'est ça? Oui. Est-ce que ces paramètres sont en bonne santé? Il y a un monsieur, il est à Néron ou quoi, il a juste fait une expérimentation avant de bien se lancer. Et donc là, on a fait le squelette, la mature, on a fait ça en bois. Et on a laissé comme ça. Et il a plu une fois que le truc a cédé et s'est cassé. Donc, quand on fait, c'est ce qu'il veut dire, le trop plein. Même quand on sol, il y a une technique dans le plombier qui fait ça, le trop plein. Même quand il pleut, l'eau, ça ne va pas marcher. La hauteur, ça fait 1 mètre. Or, sur 1 mètre, on ne peut pas ça à 1 mètre. Tout au plus, 0,75 mètres. Il faut mettre le truc de souffle un peu. Mais la souffle peut céder. Même une maison, quand c'est tôt, on peut se surcharger, ça peut céder. Même il y a un ascenseur, comme on dit, limite des personnes, 10 personnes, 5 personnes. Donc, il faut respecter tous ces paramètres. Différents modes d'élevage de ces poissons. Est-ce que tous les poissons peuvent être élevés dans tous ces différents types de modes d'élevage de poissons, c'est-à-dire en bac ou bien en étang? C'est pas les structures d'élevage. Que ce soit en sol, que ce soit en étang, en cage, ça dépend des moyens. De l'autre côté, en cage flottante, là-bas, ça nécessite beaucoup quelqu'un d'expert, quelqu'un qui a de l'expérience. À 50 mètres de profondeur, vous voyez un peu comment c'est dangereux. Et puis il faut avoir une embarcation pour chaque fois partir sur l'eau pour aller les traiter. Et pour descendre aussi, nager, pour le filer et sortir. Ça coûte cher. Vous êtes où ça? Il y a toutes les espèces de hommes. Ils vivent dedans. Ou bien? C'est le marchand, les câbles. Maintenant, c'est qu'il faut se battre là-bas, manger que d'autres là. Ça, voilà, ça dépend de marchand, de celui, voilà. Ça dépend de vous. C'est comme dans la mer, il y a quel risque à la matière? Il y a forcément un risque. Dans la ville, il y a dedans, il y a des prédateurs autres. Dans la savane, il y a des lions, il y a des gazelles. Ils vivent ensemble là-bas, non? Mais quand le lion veut se nourrir là, il sait où il va, non? Il sait où manger la gazelle. Donc, pour les mettre ensemble, ça dépend de vous. Mais, oui. Donc, on parle de même aliment aussi. Voilà. C'est des conseils. Dans les étangs, on fait exprès, il y a une type de tilapia qu'on met. Mais là, ce sont des prédateurs. Venez manger des trucs faibles. On fait exprès, on met ça dedans. C'est une technique. Voilà, parce qu'il faut qu'on veut qu'ils tous aient le même poids. Donc, on a introduit des poissons qui viennent détruire d'autres. Les prédateurs ne dévalent pas. On fait ça. Au départ, les prédateurs viennent fatiguer là. On met des prédateurs pour détruire les autres. Je ne vais pas aborder je n'ai pas vu le business case. C'est-à-dire on n'a pas eu de cas sur un investissement qu'on réalise, une rentabilité qu'on peut avoir. Si c'est possible que vous en parliez, c'est tant mieux, mais sinon, bon, moi j'ai besoin de savoir si c'est une activité qui est rentable, quel niveau de rentabilité, quelles sont les sources de distribution. Bon, tout ça, on n'a aucune idée. On a étudié le poisson, c'est vrai, c'est bien, mais c'est une activité économique.
pour laquelle on a besoin de voir les niveaux de rentabilité. Le nom qu'on donne, il faut qu'on sache ce que tu fais. Lorsque tu fais une entreprise, à travers le nom, on doit au moins, surtout au niveau de l'élevage, que ce monsieur-là, il vend du poisson. On a dit quel type d'activité il va faire. Là, c'est un business. Si vous partez demander dans la banque ou bien vous voulez faire monter un projet avec les gens qui doivent te financer, tu dois monter au moins un modèle de business plan. Tu dois montrer que tu as étudié ton projet. Donc, quel type d'activité vous comptez faire? On a coché élevage. On a dit quelle est la forme d'entreprise. Est-ce que vous êtes un individu ou bien vous êtes en équipe? La personne, il est seul, il a les moyens. Quels sont ceux qui vont créer l'entreprise? C'est lui seul. C'est un commerçant et il va gérer sa ferme. Ou elle vend du poisson. Donc vous pouvez produire pour vendre aussi dans les associations de femmes. Où trouver l'argent pour faire l'activité? Le monsieur lui-même se finance de lui-même. Voilà. Sinon il y a les crédits, il y a les subventions. Que vous amenez en nature. Le monsieur, il a un espace d'environ 884 mètres carrés. C'est-à-dire, en nature, tu apportes quoi? D'accord? Lui, il a d'autres bons louer de l'espace. Lui, il a déjà un espace. Il y a d'autres, parmi tous les équipements qu'on va montrer, ils ont déjà ça. D'accord? Avez-vous de l'expérience en AGR? AGR veut dire activité génératrice de revenus. Il y a d'autres qui vont entreprendre, n'ont jamais entrepris. Ils ne savent pas comment on entreprend. Ils ne savent pas que quand on entreprend, on peut perdre son argent, comme on peut perdre 5 ans avant de gagner son argent. Donc, ce monsieur-là, il a une expérience dans le commerce. D'accord? Il vend des pièces détachées d'automobile et ça, c'est la période où le temps a été rédigé, c'est-à-dire aujourd'hui. Description de l'idée d'affaires. Qu'est-ce que vous voulez faire en particulier? C'est vrai que vous voulez acheter du poisson, les engraisser, les aliments, mais qu'est-ce que vous faites en particulier? L'idée du projet consiste à acheter des alevins tilapia, dont le nom scientifique est 10 grammes, les engraisser jusqu'à atteindre un poids moyen, compris entre 400 et 500 grammes, et les revendre sur le marché local. Là, c'est son idée précise. Ceux à qui vous voulez vendre, est-ce qu'ils sont dans votre localité? Est-ce qu'ils sont dans une autre localité? Ou ils sont en ville? Comme le monsieur vit à Abidjan, donc ceux à qui veulent vendre sont en ville et ils sont aussi dans sa localité. Il ne va pas produire ici, aller vendre à Yamsokro. Il veut vendre autour de lui. Ceux à qui vous vendez sont, est-ce qu'ils sont beaucoup? Tout ça, c'est l'étude du terrain, ce pas l'étude du marché. Donc, il dit ceux à qui veulent vendre sont beaucoup, sont assez quand même. D'accord? Ceux qui vendent la même chose que vous. Voilà. Est-ce que dans votre localité, il y a des gens qui vendent du poisson? C'est vrai. Il y a des gens qui vendent du poisson. Vous partez poisson d'Afrique. Il y a des gens qui vendent du poisson. Donc, vous n'êtes pas le seul à faire ça. Si oui, qu'est-ce que vous apportez en plus? Il y a ce qu'on appelle la pêche vente sur place. C'est-à-dire, ceux qui vont acheter, on pêche sur place, et les poissons vivants. Les autres ne livrent pas. C'est que volaille d'or, lui, il livre, c'est la particularité. Donc, il y a le service de livraison, il y a les poissons qui sont sains, qui sont frais ou qui sont morts. C'est-à-dire, les gens vont acheter des poissons frais, par rapport aux poissons congelés là. Ça, c'est des poissons qui sont plus sains, on les voit, ils sont bien. On peut voir sur le poisson, on peut montrer comment détecter un bon poisson par rapport à un mauvais poisson. Il m'a montré les images dans le monde. Il a fait une restauration. Il y a la restauration, il y a l'espace de carnivores qu'il a mis, et il veut faire de l'élevage là-dessus. Maintenant, lorsque les poissons sont en maturité, il les met dans le carnivore. Si tu fais dans son restaurant, quand tu viens manger, c'est comme des poissons, des restaurants chinois. Ouais, le poisson est vivant, tu peux le pêcher devant toi. En passant, il m'a montré qu'on va venir l'aider à monter sa structure. C'est vraiment ingénieux parce que les gens qui veulent manger, ce n'est pas du poisson congelé. Le poisson lui-même peut pêcher à les vider. C'est une expérience, c'est une nouvelle expérience. Ça, c'est ça, c'est son modèle business qu'il est en train de faire. Quelles sont les forces de ceux qui vendent la même chose? Ceux qui vendent la même chose que vous là, quelles sont leurs forces? Ils ont la disponibilité à toutes les ventes. Mais ceux qui font la même chose que vous, tous les mois, ils vendent. La particularité, si tu veux faire un seul bac, c'est chaque 6 mois que tu as vendre. Ils sont là tous les temps, ils vendent. Le prix aussi est accessible, ils vendent moins cher.
Toi, il faut qu'on connaisse local, car on va vendre un peu plus cher parce que les coûts, tout ça. Mais ceux qui. Une fois que les représentations sur le marché sont partout, les poissons d'Afrique sont un peu partout. Voilà. Mais vous êtes limité. Quelles sont les faiblesses de ceux qui vendent la même chose que vous? Ils ont les temps forts, mais aussi les faiblesses. C'est ça que vous voulez vous installer. Le temps de congélation du tilapia est trop élevé. Les carpes chinoises ont un temps de congélation. Le prix est souvent trop élevé sur le marché local. Toutefois, il n'y a aucune planification dans la production, ce qui rend le poisson indisponible sur toute l'année. Les fermes locales là, eux aussi ont des difficultés. Aucune stratégie marketing. Les fermes locales souvent n'ont pas de techniques marketing. Et 70% du personnel n'est pas qualifié. Vous êtes venu sur une formation afin de vous qualifier. Parce qu'il y a d'autres qui ne sont pas qualifiés. Comment allez-vous travailler? Est-ce que vous allez travailler seul, avec des employés ou bien en association? On a coché. Le monsieur qui va travailler seul avec des employés, c'est-à-dire qu'il va prendre ses frères, il va prendre des personnes pour surveiller et il va donner, lui a déjà été formé, et, ou bien le formateur va donner les consignes et lui qui surveille la ferme va appliquer cela. D'accord? Ceux chez qui vous allez acheter vos marchandises ou matières premières, si on a mis des tirets normaux, si vous voulez acheter, que ce soit les aliments ou bien les aliments, c'est aux frais de nous, vous allez contacter le formateur, il va envoyer les aliments et aussi il va vous envoyer la nourriture. La nourriture, là, il faut montrer où on achète les magasins, où on achète les sacs, là où on peut acheter. Mais sachez que quand on achète, quand tu fais le plan, tu fais pour maintenant pour tout le cycle. Si tu achètes des aliments, si c'est 5 mois, 6 mois, tu vas acheter pour 6 mois. Parce que si tu achètes pour 2 mois et que tu t'en dis l'aliment est fini, on ne sait pas comment tu as manger à l'aliment. Donc tu achètes pour le long du cycle et tu gardes. On n'achète pas pour 2 ans. L'aliment peut être périmé, mais l'eau peut mettre. Pour ton cycle d'élevage, tu dois acheter en fonction de ton cycle d'élevage. Vous allez acheter vos marchandises ou votre matière première par quoi? On a dit par semestre, mais par trimestre. Tu peux acheter ça 3 mois ou bien le cycle du mois de 6 mois, donc c'est un semestre. La manière de faire pour bien vendre les produits ou services. Quels sont les produits que vous proposez à votre clientèle? Quels sont les produits que vous proposez à votre clientèle? Le poisson frais mort, c'est-à-dire vous l'avez pêché, il est dans la bassine, il est mort. Mais c'est un poisson qui est bien frais. Le poisson frais vivant, le client a besoin de pêcher ses poissons lui-même. Okay. Le service de livraison. Là, vous avez des collections, vous les faites livrer, mais vous pouvez créer une page Facebook, vous vendez des poissons, vous montez les images, les vidéos. Et là, vous dites, ok, nous on veut combien de kilos de poissons, vous les livrez aussi. Les astuces culinaires, vous avez votre page, vous pouvez montrer comment on cuisine le poisson. C'est des techniques pour animer vos pages pour que les gens s'intéressent à vous. Okay. Pourquoi avez-vous décidé de vendre du poisson à vos clients? Ah, faut pas se blaguer, on me fait de l'argent pour atteindre la liberté financière. Ceux qui ont d'autres réponses, ça c'est pour eux. Mais on est là, c'est la même chose. Les prix des produits ou services. Voilà, la carte chinoise là, elle est vendue sur le marché autour de 1500 à 1750 le kilo. D'accord? Les producteurs locaux là, ils vendent entre 2500 et 3000 le kilo. D'accord? Maintenant, les revendeuses en zone urbaine, ceux qui le vendent en ligne aussi, ils vendent autour de 3000 à 3500 le kilo. Donc, c'est les prix du marché qu'on a déjà un peu en fait en moitié pour vous. À combien les clients peuvent-ils payer vos produits? Voilà, donc, vous voyez les différences des trois tranches. Maintenant, vous pouvez essayer de vous positionner. Donc les clients peuvent acheter vos produits entre 2000 et 2500, vous pouvez proposer comme le prix au niveau de la carte chinoise et au niveau des producteurs locaux. Entre 2000 et 2500 francs le kilo, vous pouvez positionner là-bas. À combien voulez-vous vendre vos produits ou vos services? Bon, c'est la même chose. Quel est le circuit de distribution ou comment allez-vous vendre vos poissons? Vous pouvez vendre vos poissons de manière fixe, c'est-à-dire chez vous. Les gens viennent chez vous pour acheter. Donc, le monsieur l'a mis chez lui. Maintenant, de façon mobile,
Vous pouvez vous déplacer pour aller aux alentours, puis vous vendre aussi dans sa localité. À côté de Port-Boy, c'est Benjerville, Riviera, etc. Très Macron. Il peut vendre, il y a quelqu'un qui peut venir acheter chez lui, comme il peut aller déposer sur des tables, chez les vendeurs aux alentours, dans les centres commerciaux, aux alentours de chez lui. Vous pouvez aussi écrire sur une pancarte devant chez vous, dit si vous vendez poisson. Voilà. La meilleure étape des tasses. Vous posez, le Facebook est là, les réseaux sociaux sont là, ça c'est le plus grand moyen aujourd'hui de vendre. Vous êtes là, c'est parce qu'on a fait publier sur Facebook, mais on va passer à FTI, on va faire le pancarte dans la recette. Facebook vous a permis d'être dans le oui. Vous voulez avoir une activité artisanale, pas vraiment d'une activité à un niveau où on est en train de parler de milliers ou des millions de poissons à vendre chaque mois. À qui on va vendre tout ça, cette quantité? Donc aussi, comme je dis, il y a certains... C'est sûr que vous pouvez proposer le même prix au fait. Mais un monsieur qui a produit 1000 à levain, il ne peut pas aller là-bas. Parce que l'étude qui est là, c'est pour de 1000 à levain. Cette étude qu'on appelle, c'est pour 1000 à levain. Donc si vous proposez une tonne, c'est que vous pouvez les vendre. Comment se comprend? Pour 1000 à levain, il ne peut pas vendre à 1500. Il est perdant. Mais si vous posez une tonne, vous pouvez la vendre à 1500 pour que ça aille vite. Non, en fait, le restaurateur peut être notre client. Oui, si on a des charges d'exploitation qui font qu'on a des prix de revient bas. C'est ça. Mais je sais que si je parlais en fonction de ce qu'il voit, mais on ne faut pas, on va mettre tout le monde dans le même bateau. D'accord? Vous avez une capacité de production de développer une tonne, comme dans les vidéos que j'ai lancées dans le groupe, il y a aussi dit produire une tonne. Une tonne, il y a combien de kilos, je ne sais pas, mais il peut produire 1000 kilos. Vous pouvez imaginer, si vous avez à 1500, c'est combien? 150 millions, combien? 15 millions. Est-ce que tu donnes 1000 kilos? En bas, Mars ne vend pas. Ils vendent en juillet et en août, puisque le cycle a fait 6 mois. Il a mis le premier poisson, il a rempli le premier bac en janvier. Donc, il va prendre les vendre en juillet. Il a mis le deuxième bac en février, donc il va commencer à les vendre en août. Donc, vous voyez comment c'est 4 un peu vite. Pour être vraiment rentable, puisque le cycle fait 6 mois, donc vous faites 6 bacs. Janvier, février, mars, avril, mai, 6 bacs. Le premier janvier, vous mettez un bac. Février, vous mettez un bac. De telle sorte que, avec le 7e mois, vous vendez toute l'année. Donc, vous avez 6 bacs que vous remplissez et un bac de réserve. C'est-à-dire, quand le premier bac atteint maturité, vous les renversez dans le bac pour recevoir la maturité, puis l'autre pour poissonner encore. Donc, quand vous avez 7 bacs, toute l'année vous allez produire. Mais si vous achetez un bac, 2 bacs, vous allez vendre au quartier, quoi. Quand ça vient, il y a un peu de poisson. Mais si tu veux vraiment aliment de démarrage, aliment de grossissement, et il y a le deuxième aliment de grossissement. Donc vous voyez, on a dit 5 kilos, la plus 5, le kilo à 15 500. La plus 5 sacs. Bon, 5 sacs, le prix était 15 500. Bon, ça c'était un peu un débit des dépenses qu'il avait effectué. C'est pour 6 mois. Oui, en fait, pour ça, les 6 mois même, c'est le débit pour 6 mois. Donc, on met dans le vin de tilapia de 10 grammes pour prix unité de 100 francs pour un montant de 100 000 francs. Des 1000 dans le vin. Maintenant, il a 5 sacs d'aliments de démarrage, un sac au prix unité de 15 500 pour un montant de 17 500. 6 sacs d'aliments grossissement achetés au prix unité de temps. Et puis maintenant, 6 sacs d'aliments de grossissement achetés au prix unité de temps. Pour un montant de tous les 6 mois. Ça, c'est pour les premiers cycles de production. Le transport aussi des alevins, là, ça vient d'Azaguier. Le transport des alevins et des aliments. Donc le coût de ce qui est la structure qui est là. Donc le coût il faut commander matière, marchandise ou matière pour commencer à levain, aliments. C'est ce qu'il a fait 400, 8500 pour 1000 alevins qu'il a acheté. D'accord? Dans les dépenses, maintenant, les ouvriers, il n'a pas d'ouvriers qualifiés. Donc on a mis 0,0. Il va prendre des ouvriers non qualifiés. Là, ses cousins qui ne travaillent pas à la maison, il va les donner occupation.
Lui, plus aliment fait 408 000. Le personnel laisse avec 100 000 francs. Et les autres dépenses se laissent 60 000. Tout est notre transport. Le transport, on va vendredi, on doit le logement. Le samedi matin, si c'est la peine, c'est pas loin, on va faire une petite technique pour la construction visuelle. Quand c'est bon, on rentre le même jour. Voilà. On rentre plus maintenant s'asseoir. On a 5 jours ouvrés, 10 jours ouvrés. On montre toutes ces techniques maintenant pour finir, pêcher le temps, de façon physique, même par mail. C'est le point. Mais que les dit au fait, l'argent du matériel qu'il a investi. Donc, normalement, comment il a amorti cela? Le compte d'expansion calcule les bénéfices. Alors voici, à la fin, on va faire un peu. Donc, c'est pour montrer comment cette activité elle est rentable aussi pour la faire. Oxygénateur, juste pour la formation d'expérience, les mini. Mais pour les grands bacs qui de 5 mètres cubes, 8 mètres cubes, on prend des oxygénateurs encore plus grands. Maintenant, l'autre, il a posé une question tout à l'heure. Il dit si on a 10, 20, 30 bacs au sol, est-ce qu'on aura ça jusqu'à 10, 20, 30 pour chaque bac? Non. Ça va pas imposer des noms. Et on fait la canalisation avec les tuyaux et ça va rentrer dedans pour alimenter. Mais quand c'est une de 5, 6 bacs au sol, là on est obligé d'acheter ça. Ce mini oxygénateur, là de plus grand que ça. On achète et on fait le branchement. Et là, ça permet de filtrer l'eau. Mais il y a d'autres techniques encore. Comme ils ne sont pas dans les conditions, les techniques, on utilise l'eau de canne à sucre, le coton et puis le caillou. L'eau qui est là, il est dedans, il est recyclé et puis il sort. On n'a pas besoin de changer l'eau. Une semaine, 2 semaines, on peut même attendre 1 mois, voire 2 mois. Elle vit à ça. Elle vit à ça. Et là, ça c'est le diffuseur. C'est le diffuseur qui est là. Il y a de l'oxygène qui sort dedans. Voilà. Maintenant, ça c'est le vide. C'est lui qui est là. Et les poissons sont dedans tranquillement. C'est ce qui se passe dans les grands bacs que vous avez vu là-bas. C'est le fonctionnement qui est là. Donc les arriveurs sont tous à Zagué. Depuis le matin, il est allé chercher. Ça vient d'arriver. Donc c'est un peu ça. Ça c'est le plus le bus. C'est qu'on appelle câble là. Non, la température est fixe. L'eau, sont autour de 28, 29, 30, 31, 32, c'est bon. Et pour avoir des sages, ça va Il y a un système de filtration et un système d'oxygénation. Voilà. Si j'en ai vu là dans le voiture là. C'est du filtrage permanent. Oui, déjà resté là de façon permanente. Mais même sur son coup de courant, au moins une demi-journée, il n'y a pas de problème. Même si l'oxygène dissous peut permettre aux poissons de rester là. Mais sur le courant pendant longue période de la fois. Il faut avoir une chose pour amortir les projets. Vous avez dit que lorsqu'il y a un changement, il y a un système pour s'il n'y a pas un appareil pour réguler ça rapidement, il n'y a personne qui c'est bon, la peine. Son rôle, c'est la production de dilateurs à l'échelle industrielle. Notre ferme a une capacité de production de 100 tonnes par année. 100 tonnes de poissons par année. 100 tonnes.
C'est ce que j'expliquais là. Là-bas, ils font tous les stades d'élevage. Il faut que ça, c'est l'écloserie. C'est l'écloserie. C'est l'écloserie qui est là. Ça dépend de la température. Elle aussi monte 8 et 2 jours pratiquement. Après, il est là, lorsque les grosses comme ça, il sort, il tombe dessus. Enfin, il faut conserver là-bas dans les bassins, les petits bassins d'élevage. C'est ça pratiquement ça. C'est cette écloserie, cette unité d'incubation. Et pratiquement, il y a dimensionné selon la protection là-bas. C'est aussi la dernière étape dans l'écloserie, c'est l'élevage à terre. Après la production, on conserve les larves ici. Tout ça, c'est des bassins d'élevage de 20 mètres cubes. On peut mettre ici. C'est ce qu'elle a. 1000 larves à 20 mètres cubes. Si ils sont intéressés, vous pouvez consulter nous au 15e rue, Polo, en face de l'église Chatamak, obligat à côté industriel. Nous sommes ici, même on a notre page Facebook aussi, ici que Kirka Congo. C'est ça. Effectivement, ça, attendez. Voilà, nous-mêmes, il faut dire c'est l'allemand. Ça, c'est notre exploitoire. Et on a une capacité de production de 1 tonne par jour. Donc, une tonne de poisson par jour. Une tonne d'aliment par jour. Même produire ses propres aliments. Voilà, c'est ça. La machine pour produire l'aliment, c'est une estrideuse. Les prix varient. Alors, estrideuse. Tu vas dire le nom tout à l'heure. Et puis, les différents matériaux qu'on a besoin pour la production d'aliments. Tu vas dire ça tout à l'heure. Et les composés de composés, là on met les matières premières. Ici c'est le maraîcher, où les matières premières passent automatiquement avec les pompes. Ici, ça c'est le maraîcher. Après automatiquement il arrive jusqu'à l'extroseur. Ici c'est l'extroseur. Donc ça travaille avec une température de 180 degrés. Donc les cochons de l'aliment sont ici. Donc ici on met les différentes tailles qu'on a besoin. Par exemple 4 mm, 2 mm, ça dépend de la taille de base. Après automatiquement il passe ici dans le séchoir. Ça c'est déjà pour sécher. Ce n'est pas séchoir, c'est pas séchoir à 100%. Après on termine ça, exposer à l'extérieur. Vous voyez, pour la fabrication de l'aliment, il y a la fabrication farine de blé, son de blé, CMB, complexe minéraux vitaminés, soja et autres. On a besoin de tout ça, on va venir la matière première pour fabriquer. Soja, le maïs, ça c'est complexe bio-vitaminé. Donc tous les produits sont bio, il n'y a pas d'additifs. Ça par exemple, il faut utiliser du 2 mm. Ah, ça 1,6 mm. Ça c'est pour le 5. Donc c'est ça. Nous sommes là, c'est tout vos étangs. Et là, derrière, juste à côté, il y a un château d'eau. Oui, ça c'est la piscine d'eau, c'est un réservoir en fin de compte de capacité de 200 mètres cubes. Il est lié par des puits. La capacité de chaque puits c'est 12 mètres cubes par heure. Ça pour alimenter nos bassins qui est derrière nous. Donc on a ici la deuxième partie, comme j'ai déjà parlé tout à l'heure, pour le drainage, bien sûr l'état de pré-grossissement. On ramène les lacs qu'on a mis, âgés de 25 jours. On semence ici dans les bassins, dans les étangs. Et après une durée d'élevage de 2 mois et demi, bien sûr, avec l'alimentation. Et l'avantage ici, il y a, bon, les bois qui sont seulement les parois en béton, mais la terre, c'est vraiment le fond, c'est en terre. Hein. Donc, pour créer une chaîne trophique, ça aide pour la croissance des lacs. Donc, comme j'ai dit, en fait, c'est une ferme à base. Hein. Lorsque tu vois les étangs, c'est une ferme. Et dans chaque étang, on peut mettre jusqu'à là-bas, parce que pendant l'opération de la terre,
peu de formation. On propose aussi comme ça, ils font peur, hein. Mais c'est comme cela, moi, mais dans l'équipe, il devient brillant, c'est ça. C'est comme ça, il y a des enfants à créer un problème. Le million ici, comment vous êtes $1. Ça, pour avoir c'est $7, c'est $1. Oui, et qui nous fait avoir comme ça, c'est c'est pratiquement trop Voilà. Ils produisent 100 tonnes de poissons par an. On peut voir ici la SCSI, ce genre de choses. Voilà. Or, il y a des gens qui ont l'argent qui peuvent faire ça. Mais pourquoi ils ne le font pas? Imaginez qu'il y a au moins 10 milliardaires en Côte d'Ivoire qui décident de faire ça. 100 tonnes de poissons, 10 milliardaires qui le font, ça fait combien? 1000 tonnes déjà, ça fait déjà combien beaucoup. Mais pourquoi on ne le fait pas? La question reste posée. Je m'appelle Madame Kwasi Amena Aoudou. Je suis très heureuse d'avoir cette formation pratique pour la pisciculture. J'avoue que je l'ai entendu parler, mais ce fut un réel plaisir de venir ici en ce lieu pour voir cette formation. La pisciculture, elle est faite pour tout le monde. Elle est faite pour ceux qui veulent entreprendre et également pour ceux qui veulent la consommation directe. Si moi j'ai envie de manger du poisson bien frais chaque jour chez moi vivant, je peux faire la pisciculture en sorte de chez moi à la maison. Pas qu'à grain de sel, mais au moins une pisciculture va permettre de manger du poisson bien frais. Je peux aussi, dans le cadre de l'entrepreneuriat, l'étendre à grande échelle. Et nous avons eu la chance avec cette formation d'avoir des formateurs qui sont disponibles et disposés pour nous accompagner, pour nous aider à ce projet. Donc, je pense que c'est une très bonne chose
cela au sein de la jeunesse, au sein de ceux-mêmes qui sont déjà retraités et qui ont envie de changer de métier. Ce sera une très bonne chose pour nous. Je suis Zoué un participant à cette formation. Il faut dire vraiment que c'était une formation très enrichissante. Voilà. Grâce à cette formation, j'ai vu les différentes catégories de poissons qu'il y a, les conditions d'élevage, les différentes structures d'élevage, aussi les conditions d'élevage. Il faut dire vraiment que c'est une formation qui est vraiment apportée. Voilà. Et que c'est un domaine vraiment avec beaucoup d'opportunités. Voilà, donc j'invite mes très chers jeunes comme moi à vraiment s'y adonner à la pisciculture, car c'est vraiment c'est un secteur très porteur. Il faut dire que tout a été bien organisé. Le cadre qui nous reçoit, les formateurs. Une chose très importante, c'est que c'est un domaine dans lequel il ne faut pas se lancer parce qu'il est rentable sans avoir une connaissance, sans avoir une base. Et ce que nous avons reçu aujourd'hui, les théories, mais en même temps, ça nous donne des idées quant à la tâche, quant à l'activité que nous voulons mener. Et ça requiert plus de connaissances, plus de responsabilités et beaucoup de moyens. Donc, pour ma part, nous allons rester en contact avec les formateurs jusqu'à ce que je puisse vraiment m'investir. Personnellement, je pense que la Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'être autosuffisant, surtout en matière de poissons. Et c'est un champ qui est encore vaste qu'il faut exploiter. Et c'est pourquoi je vais inviter beaucoup de jeunes Ivoiriens à se former dans ce domaine-là et à s'y engager pour entreprendre. En ce qui concerne mon avis sur la formation, il faut dire que la formation est une formation vraiment très enrichissante. À l'issue de cette formation, nous avons vraiment appris énormément, notamment concernant les différentes cultures d'élevage qu'on rencontre ici en Côte d'Ivoire. Voilà. Nous avons les étangs, les vaches au sol et puis les cages flottantes. Et aussi au niveau de la pisciculture, il faut dire que c'est un domaine qui est beaucoup minimisé, un domaine où nous avons encore beaucoup plus d'opportunités de nous lancer vu que le domaine n'est pas beaucoup plus développé ici. Voilà, donc j'invite à l'issue de cette formation tous mes amis à vraiment s'y intéresser. Je suis M. Kankouma, je suis inspecteur de l'enseignement primaire et je crois que la formation était bonne et va nous permettre d'avoir des idées sur comment investir dans la pisciculture du domaine. Salut, moi c'est le Dr Diomandé Sadia, médecin et aussi web entrepreneur. Avec ma structure Entrepreneur Averti, nous avons organisé ce jour, ce 19 novembre, une formation d'initiation en pisciculture. Et la deuxième session après celle qui s'est tenue à Zaguier le 24 septembre. Et vraiment la formation était enrichissante et on a vraiment beaucoup appris. Et vraiment les gens sont prêts à s'installer et à se lancer en pisciculture. Et nous vous invitons certainement pour une très prochaine session. N'y manquez pas parce qu'il y a beaucoup à apprendre. Je suis Stéphane Kwame, spécialiste en pisciculture. Nous venons de clore notre deuxième session de formation sur la pisciculture. Et je voudrais vous dire que la Côte d'Ivoire est un bon pays car elle regorge des potentiels en termes de réseau hydrographique. Nous avons pratiquement 3400 km de fleuves, 3400 hectares de lacs de bas-fonds et 1500 hectares de lagunes. Pourquoi ne pas exploiter cela pour nous rendre autosuffisants en protéines animales et poissons? Le marché est vaste. J'invite tous ceux qui hésitent encore à se lancer dans le domaine de la pisciculture de venir, de se faire former d'abord. Une chose est de vouloir faire la pisciculture, mais aussi c'est de pouvoir maîtriser les bonnes techniques pour avoir un bon rendement sur notre investissement. Je suis Sylvain Nora Mohamed, spécialiste en pisciculture africaine. Alors, j'invite les jeunes comme moi, l'application à s'intéresser beaucoup à la pisciculture, car la pisciculture, en tant qu'élevage, nous donne beaucoup d'avantages.